Voilà. Bonjour à tous. On est en direct. On a 15 Bonjour. secondes d'avance. Bonjour. Bonjour André-Paul, bonjour Violine. Bonjour Euh, Alexis. Comme Bonjour. toujours, on va meubler quelques instants, histoire de s'assurer que ça commence. Alors, petit point, André-Paul, Violine, on a un léger différé si vous êtes sur LinkedIn en même temps. En gros, il y a 30-45 secondes. Donc là, je suis en train de parler, il ne me voit pas encore sur LinkedIn. Donc c'est normal si vous êtes sur le live. Voilà, donc là c'est bon, c'est en train d'arriver. Donc voilà, il y a un léger décalage toujours. Donc quand on va dire vous pouvez poser des questions, il est possible qu'on ait les questions qui arrivent du coup une minute après parce qu'il y a ce léger décalage. Voilà, bon comme toujours, 2-3 minutes pour faire quelques rappels, pour vous dire à quel point on est content d'être avec vous, de vous retrouver pour cette 4e conférence de l'accélérateur en super bonne compagnie. C'est une formation assurée par une banque et vous allez voir que c'est une formation dans laquelle vous n'allez pas vous ennuyer. Contrairement à des idées reçues que vous pourriez avoir, vous allez dire oh non, ça y est, on va parler chiffres. C'est le moment où je m'en vais et je décroche sur le programme. Au contraire, c'est le moment où ça va devenir le plus intéressant parce que c'est la manière finalement dont vous allez réussir à concrétiser vos ambitions, vos rêves et vos projets. Et on va essayer de vous aider à réfléchir à tout ça. On va donc attendre 2-3 minutes. Ce que je vous propose, parce que ouais, ça fait 4 fois que je me présente, donc je vais commencer par me représenter comme ça. Ça permet de faire venir les retardataires. Et ensuite, on va pouvoir présenter nos intervenants. Et en plus, je commence par prendre la parole, mais je l'ai presque plus après, je vous rassure. Vous m'avez assez entendu sur les 3 premières confs. Donc, Alexis Debord, je suis cofondateur de SideQuest et j'accompagne des professionnels du droit dans leur transformation depuis 2014. Et j'ai également la chance de participer à la création et à la direction de start-up du droit. Donc voilà, dans ce cadre-là, tout le volet conseil, je le fais par l'intermédiaire de Leganov. J'ai accompagné beaucoup de cabinets d'avocats depuis bientôt 10 ans maintenant sur ces questions de transformation. Et c'est aussi l'objectif de vous transmettre ce savoir-faire avec les personnes avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler maintenant depuis 10 ans, qu'on a conçu ces 4 conférences, enfin ces 5 conférences. J'ai monté un organisme de formation qui a déjà conquis plus de 1000 avocats qui ont suivi certaines de nos formations en e-learning avec SideQuest et mon associé Thibaut. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a monté le programme de l'accélérateur avec l'ACE. Je participe à l'accompagnement et au financement de startups avec LegalStorm et on est très bien épaulé et aidé par Interfimo. Je ne vais pas faire plus la pub d'Interfimo, vous allez pouvoir tout savoir sur Interfimo très vite. Et puis enfin, voilà, je dirige et aujourd'hui, c'est vraiment... ça m'occupe une grande partie de mon temps. Je dirige SmartProv qui a pour objectif de rendre la preuve accessible à tous et surtout en mettant le commissaire de justice, qu'on appelait autrefois huissier de justice, dans la boucle. Donc, SmartProv, c'est quoi en une phrase? C'est permettre à chacun, en moins d'1 minute et pour moins de 10 euros, de collecter des éléments, photos ou vidéos, qui vont avoir une valeur probante. Et avec un professionnel du droit qui reçoit les éléments, qui peut vous conseiller et qui peut venir, le cas échéant, dresser un constat. Je pense que j'en ai assez dit sur moi. Je vais présenter mes 2 co-intervenants aujourd'hui, Violine Mailleux et André-Paul Bahuon. Je vous laisse la parole, je vous laisse vous présenter en 2 mots et après je reprendrai pour le programme de l'accélérateur. Donc bonjour à tous, Violine Mailleux, j'ai rejoint Interfimo en 2008, donc d'abord en tant que responsable de secteur de financement spécialisé sur la métropole lilloise. Donc j'étais l'interlocutrice tout simplement que vous alliez rencontrer pour présenter vos projets de financement. J'ai rejoint un peu plus tard le pôle grand compte qui s'intéresse toujours à nos professions libérales, mais sur un niveau de chiffre d'affaires un petit peu plus supérieur à partir de 5 millions d'euros. Et récemment, j'ai intégré le poste de responsable formation externe pour développer toute la formation à destination de nos clients professionnels libéraux, quels qu'ils soient. Voilà en quelques mots. Merci Violine. Alors, c'est à mon tour. Donc, André-Paul Bahuon, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, consultant. C'est ma carrière depuis un certain nombre d'années. J'ai l'habitude de dire que j'ai plus d'avenir derrière moi que devant. Mais au moins, j'ai acquis peut-être un petit peu d'expérience que je suis évidemment heureux de pouvoir partager avec vous, fondateur de Gégard Creatis, qui est un cabinet d'expertise comptable en région Paris-Île-de-France et d'audit qui regroupe une trentaine d'associés et 220 personnes et qui travaillent beaucoup avec les professions libérales.
Et puis, j'ai le doux privilège d'être devenu, depuis hier soir, le président du conseil de surveillance d'Interfimo, c'est-à-dire l'action des professions libérales sur le contrôle des financements que peut attribuer LCL et Interfimo aux professions libérales, et donc un poste de vigie extrêmement important. Félicitations déjà. Merci. Pour cette élection. On va avoir l'occasion de reparler d'Interfimo. Juste un problème de passage de slide. Un rappel rapide sur le programme de l'accélérateur de la CE. Alors, c'est quoi le programme de l'accélérateur de la CE? Ça part d'une discussion avec Audrey Chemouli, que vous avez vu dans la deuxième conférence et qui est également partenaire avec son cabinet de ce programme. Et ce constat, ça a été finalement de se dire que beaucoup d'avocats ont envie d'être vraiment des entrepreneurs du droit, d'investir, de développer des activités nouvelles. Néanmoins, en fait, il y a 2 points qui peuvent être bloquants. Le premier, c'est la capacité de l'avocat à s'entourer des bonnes personnes pour prendre les bonnes décisions. Et puis le deuxième point, évidemment, c'est le nerf de la guerre, c'est pour pouvoir faire de l'investissement, il faut avoir de l'argent. Et les cabinets d'avocats ne sont pas structurés pour pouvoir lever des fonds. Et donc souvent, c'est difficile d'obtenir des fonds qui vont vous permettre d'exécuter ou de transformer votre cabinet. Et donc du coup, face à ce constat, on s'est dit, mais ça serait bien de monter un programme qui va permettre de réunir ces 2 ingrédients pour les avocats qui le souhaitent. C'est-à-dire qu'on va avoir un programme d'accompagnement de 9 mois dans lequel vous allez avoir accès à un coach référent qui va vous aider à réaliser ce que vous souhaitez faire, donc soit une start-up du droit, soit développer une nouvelle activité au sein de votre cabinet, soit transformer votre cabinet. Donc vous allez être accompagné avec un référent qui va vous aider tout au long de votre projet. Et puis vous allez pouvoir avoir recours à des experts avec lesquels on a l'habitude de travailler avec SideQuest, qui connaissent parfaitement la profession d'avocat et qui vont pendant 9 mois pouvoir vous aider. Évidemment, tout ça, ça a un coût. Et donc l'idée, alors ça a un coût en termes de structuration de conseil, mais ça a aussi un coût évidemment en termes d'investissement à réaliser à côté. Si vous voulez réaliser la transformation de votre cabinet, il y a fort à parier que vous ayez besoin d'investir dans des personnes pour vous aider, dans des outils, dans des technologies que vous allez devoir créer ou adopter. Et donc tout ça, ça a un coût. Et donc l'idée, ça a été de se dire, est-ce qu'on n'aurait pas un partenaire bancaire avec lequel on pourrait travailler et qui pourrait aider les meilleurs projets à financer finalement leurs objectifs. Et donc du coup, c'est dans ce cadre-là, évidemment, qu'on s'est tourné assez naturellement vers Interfimo. La CE étant évidemment un partenaire privilégié de l'UNAPL, Interfimo travaillant depuis toujours avec les professions libérales. Voilà, les choses se sont faites assez naturellement. Et donc Interfimo aujourd'hui accepte d'accompagner les meilleurs projets, ceux qui seront sélectionnés le 18 juillet prochain. J'aurai l'occasion de vous redonner les dates, les critères et ainsi de suite. Je vais vous faire un gros mail la semaine prochaine à ce sujet. Voilà, vous auront l'occasion pourront être financés à hauteur de 30 000 € avec un prêt sans garantie. On aura l'occasion d'en reparler. Je ne vais pas avancer, évidemment. Si vous avez un projet plus ambitieux, que le dossier est très solide, ça pourra faire l'objet de discussions complémentaires avec les équipes d'Interfimo. Je ne veux pas spoiler la suite. Violine, on a eu la discussion hier, mais voilà, en tout cas, c'est des choses qui peuvent être envisagées. Le gros problème, la difficulté qu'on avait sur ce type de programme, et moi je l'ai vécu quand je dirigeais le programme de l'incubateur du barreau de Paris, c'est qu'on recevait des dossiers, et des dossiers qui finalement pouvaient être intéressants, mais étaient très mal présentés. On avait du mal à comprendre la vision, on avait du mal à comprendre comment les choses allaient s'exécuter, et puis surtout en termes de chiffrage, c'était parfois très très farfelu. Et donc du coup, pour éviter cette problématique-là que l'on peut avoir quand on lance des appels à projets, on s'est dit qu'on allait vous donner 10 heures de formation gratuite sous forme de 5 conférences pour vous aider justement à avoir des présentations béton qui vont permettre de donner envie à des partenaires de vous faire confiance. Alors des partenaires bancaires pour le volet financier, mais c'est aussi valable évidemment pour des partenaires commerciaux ou des clients que vous pourriez être amené à démarcher dans le cadre de votre projet. Donc voilà, pourquoi on a ces 5 conférences gratuites. Et évidemment, il y a un point fondamental dans ces conférences gratuites, enfin pas dans ces conférences gratuites, mais dans un projet comme celui-ci, c'est l'argent et comment j'arrive à démontrer que le projet que je veux réaliser peut devenir rentable et surtout avec combien d'investissements. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc je vais laisser la parole à Violine et André-Paul qui vont pouvoir nous présenter la façon dont aujourd'hui une banque réfléchit, et surtout on va essayer de se mettre à la place de vous, avocats, qui êtes susceptibles de déposer des dossiers.
finalement, comment vous devez comprendre et comment vous devez parler à votre banquier pour réussir à le convaincre et à lui montrer que votre dossier est crédible. Allez, je vous laisse la parole. Merci Alexis. Merci Alexis. Bon, l'idée, évidemment, c'est même pas convaincre. Moi, j'aime pas beaucoup le mot convaincre. Je le disais à Violine et Alexis. Convaincre, il y a une racine latine, c'est convincere, c'est-à-dire avoir vaincu. Et donc, c'est pas du tout le cas. C'est véritablement faire en sorte que le banquier adhère à son projet, parce que son projet, en fait, on le porte en soi. Et comment on peut le partager, en définitive, avec celui qui va mettre un petit peu de sang dans les veines de façon à ce que, ou de carburant dans le moteur, de façon à ce que tout ça fonctionne. Alors, il y a évidemment un organisme totalement dédié aux professions libérales qui est Interfimo. Interfimo, c'est un organisme particulier, si tu veux bien, Alexis, avancer. Interfimo, c'est un organisme particulier, c'est un organisme qui aide des professions libérales elles-mêmes. C'est-à-dire que les syndicats de professions libérales se sont réunis il y a un peu plus de 60 ans en disant mais il y a un truc qui ne va pas bien dans le monde de la finance, c'est qu'on trouve nulle part des gens qui veulent nous financer de l'incorporel. Alors l'incorporel, c'est quoi? C'est de la clientèle, c'est de la patientèle, en fonction qu'on est dans le monde du chiffre, dans le monde du droit ou dans le monde de la santé. Et c'est aussi des investissements pour permettre l'exercice professionnel. C'est-à-dire que quelque part, évidemment, quand on est professionnel libéral, on peut s'installer dans son arrière-cuisine, c'est pas interdit, c'est pas forcément facile tous les jours que de confondre la vie privée et la vie professionnelle, et on a besoin d'aller vers quelque chose qui permette de mieux exercer. Donc c'est peut-être un local, ou c'est peut-être l'accès à des éléments de coworking, mais c'est aussi un petit peu de matériel. Alors avocat, évidemment, on n'a pas forcément nécessité d'une pléthore de matériel, comme il peut y avoir dans d'autres professions. Mais en tout cas, Interfimo, avec ses 200 collaborateurs, avec l'ensemble de ses bureaux en région et les 1600 agences de LCL, peuvent être présents dans un élément, je dirais, coopératif entre professions libérales et banque, pour permettre l'installation, le développement et pourquoi pas ensuite la cession. Il y a quelque chose d'original, c'est que, en définitive, on constitue ce qu'on appelle un fonds de garantie. Ce fonds de garantie, il est constitué par les professionnels libérales avec une toute petite contribution. Mais cette toute petite contribution, elle permet en même temps d'abaisser éventuellement la notion de risque ou de contrepartie du risque, qui est souvent la caution personnelle qui peut être demandée par n'importe quel banquier. Et en fait, ça veut dire qu'on se mutualise, que l'on soit géomètre, que l'on soit avocat, que l'on soit expert comptable, que l'on soit médecin, que l'on soit chirurgien dentiste, les uns les autres, de façon à ce que, de façon intergénérationnelle, eh bien, on réduise la pression bancaire vis-à-vis de son premier investissement, de son premier financement. Et moi, je suis très fier, en tant qu'expert comptable, de pouvoir, avec ma contribution au fonds de garantie, financer un jeune avocat ou un jeune commissaire de justice. Ça, c'est une particularité. C'est né au début du XXe siècle. Ça s'appelle le mutualisme, mais c'est une valeur super moderne, véritablement RSE, que l'on peut avoir aujourd'hui au niveau d'Interfimo. Et ça, moi, j'y tiens énormément. Voilà, donc je voulais vous présenter Interfimo de cette manière-là. C'est une banque, filiale de LCL, mais c'est avant tout des ressources humaines et c'est des humains qui parlent à des humains. Et ça, c'est formidable, ce n'est pas des machines et ça prend en considération véritablement les éléments particuliers de chacun. D'ailleurs, je suis sûr que Violine va pouvoir embrayer immédiatement avec la rencontre, qui est un moment clé, évidemment, pour nous. Tout à fait. Merci André-Paul pour cette jolie transition sur les moyens humains qui sont bien mis en évidence avant la notion d'industrialisation et d'automatisation que on peut rencontrer par ailleurs. Donc effectivement, ce slide-là est pour moi un des slides les plus importants de cette conférence parce que c'est peut-être un basique, mais il y a nécessité de se rencontrer
et que vous, en tant que professionnel libéral, en tant qu'avocat, vous arriviez à nous faire adhérer à votre projet, qu'on soit une véritable équipe, que nous soyons votre interlocuteur et votre porte-parole pour permettre de vous obtenir le financement dont vous avez besoin. Et donc, j'ai tendance à dire, quand on me pose la question, qu'est-ce que le métier d'un banquier ? Je vais répondre de manière assez simple. En fait, on prend un risque mesuré. Alors, le terme risque peut avoir une connotation un petit peu négative. Je ne crois pas dans mon projet, il est trop risqué. C'est pas ça. Nous, on est tout à fait basique. C'est que, par exemple, je vous prête 30 000 € aujourd'hui, le 2 juin 2023, sur 7 ans, et j'ai un potentiel risque de ne pas me faire rembourser avant mon échéance de 2030. Donc, c'est pour ça qu'on parle de prendre un risque mesuré. Et pour prendre ce risque mesuré de vous accompagner dans votre projet de financement, on doit être convaincu, on doit adhérer, pour reprendre l'expression chère à André Paul, à votre projet. Donc, n'hésitez pas en rendez-vous véritablement à nous faire part de votre conviction, à nous faire part de vos arguments pour que nous, on puisse véritablement comprendre le projet avant de rentrer dans un aspect beaucoup plus détaillé et beaucoup plus chiffré, nous faire comprendre les convictions, les motivations de votre projet. J'ai tendance également à dire que crédit égale confiance, et donc en fait, lors de ce rendez-vous, on bâtit une relation de confiance qui fait qu'on va être le porte-parole de votre projet de financement. Alors, je vais vous glisser une petite anecdote. Quand on vous reçoit, on a un volume d'activités, un volume de dossiers qui nous est soumis. Et donc, effectivement, la forme est très importante, parce que si on cherche l'information à droite, à gauche, si on vous relance plusieurs fois pour obtenir des documents, on a quelques difficultés à rentrer en phase avec votre projet. Et c'est très important que vous soigniez bien la présentation du projet pour qu'on puisse véritablement, encore une fois, se faire le porte-parole de ce projet. Donc, Alexis, si tu veux bien, on peut passer les slides suivants qui font un petit peu écho aux précédentes conférences que vous avez eues. André-Paul, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Juste un petit élément juste avant que tu décrives, et tu vas reprendre les éléments. Le message de Violine, en fait, je vais le traduire autrement. En fait, un banquier, c'est un commerçant. C'est un commerçant, sauf que lui, il ne vend pas du matériel, des boîtes de conserve, du matériel de sport. Il vend de l'argent. Mais il ne vend pas à n'importe qui. Il vend avec quelqu'un qui vient lui prouver qu'il est capable d'utiliser bien le bien qu'il va lui confier, qui est de l'argent. Et qu'en même temps, quelque part, il va le lui rendre sans véritable risque, parce que son projet, il est formidable. Donc, il faut bien se mettre dans cet élément-là. On est dans une relation client-fournisseur, mais dans une relation client-fournisseur qui est vraiment sur la confiance, tu le disais, Violine, mais en même temps sur la transparence. On dialogue avec son banquier, on lui dit tout. C'est un peu son confesseur. Il ne faut pas lui raconter d'histoire, parce que si vous lui racontez des histoires, on perd de la confiance. Et en même temps, on essaye d'être le plus fidèle possible, parce que voilà, confiance, c'est toujours, je suis un petit peu latiniste, confiance, c'est avec fidélité, c'est étymologie. Et donc, ça veut dire que quelque part, on apporte quelque chose, on apporte de l'information, et allez, je vais utiliser encore un autre mot, on se déshabille devant son banquier de façon à ce que, quelque part, ils nous connaissent bien. Voilà. Excuse-moi, Violine, mais je voulais véritablement que le message soit passé sur ces éléments-là. Alors justement, et avec plaisir, on va pouvoir réenchaîner sur les slides suivants dans cette relation qui se met en place au fur et à mesure. Donc, vous allez venir avec les documents que vous avez préparés pour présenter votre projet. Donc là, ça fait un petit peu écho aux précédentes conférences que vous avez eues, c'est-à-dire qu'avant de décliner sur le plan financier votre projet, on va reprendre un petit peu quelle est votre stratégie, comment vous y avez réfléchi, qu'est-ce qui
qui vous a permis d'aboutir à cette stratégie, à ce projet-là. Comme disait André-Paul, il faut se déshabiller devant son banquier, il ne faut pas hésiter à mettre en évidence les faiblesses éventuelles du projet, les menaces qui pèsent et comment vous allez les contourner. Donc, tous ces points-là qui sont repris au slide peuvent vous permettre d'argumenter et de préparer ce qu'on peut appeler, pour en employer un anglicisme, le deck design que vous allez remettre le jour du rendez-vous à votre banquier. N'hésitez pas non plus éventuellement à le faire parvenir en amont du banquier pour qu'il puisse prendre connaissance de votre projet avant le rendez-vous et ajuster ses questions. Alors, tout à fait, on voit une remarque de Christine. C'est exactement la même chose que vous quand vous défendez ou quand vous avez un dossier à bâtir pour l'un de vos clients. Vous avez besoin d'une transparence complète pour assurer le meilleur service. Nous, quand on doit se faire le porte-parole de votre dossier, il ne faut pas qu'on soit pris au dépourvu lors d'un comité sur une question à laquelle on n'aurait pas eu de réponse ou quelque chose de trop imprécis. Il faut véritablement qu'on fasse équipe avec vous pour porter ce projet. Alors, sur ce slide-là, on voit effectivement que le financier a son importance. Comme j'expliquais tout à l'heure, le financier, en fait, va découler du projet. C'est-à-dire qu'on ne bâtit pas un compte de résultats à l'envers par rapport au montant du crédit qu'on souhaite solliciter. On a un projet. Ce projet va déterminer un niveau de chiffre d'affaires, va déterminer des charges en plus. Et donc, le financier est bien la conséquence d'une stratégie arrêtée et de sa déclinaison lors du rendez-vous qui sera fait avec le banquier. Donc, on peut passer les slides suivants, Alexis, si tu le souhaites. Ces slides reprennent les éléments que je viens d'apporter. Donc, une synthèse du projet. En quoi consiste mon projet? Où je suis? Où je veux aller? Quelle est la stratégie que je mets en place pour atteindre les objectifs? Est-ce que je vais devoir embaucher? Est-ce que je vais devoir former des gens? Est-ce que je vais devoir faire des aménagements dans les locaux? À chaque fois, c'est un petit peu les mêmes questions qui reviennent et qui s'adaptent au projet que vous allez avoir. On peut passer également au slide suivant, Alexis, si tu veux bien. Ça, j'aime beaucoup parce que ça fait écho, encore une fois, aux précédentes conférences que vous avez eues sur la stratégie. Est-ce que je vais sur une start-up? Est-ce que je transforme mon activité? La matrice force, faiblesse qu'on a vu tout à l'heure, les besoins de Maslow, etc. Et donc, tout ce travail que vous faites en amont pour votre projet, nous, en tant que banquier, on va en avoir besoin pour s'approprier le projet, pour le comprendre et pour véritablement pouvoir le défendre. Et comme le disait André-Paul en introduction, pouvoir faire notre marché sur pourquoi je vais prendre ce projet-là et pas un autre projet. Donc, ces trois points-là font vraiment référence à vos conférences précédentes. Ça fait, en fait, ça en rappelle, Violine, pour ceux qui nous suivent depuis le début, qui ont écouté les replays ou qui ont vu les précédentes conférences. C'est pour ça aussi qu'on insiste beaucoup sur ayez un positionnement qui soit très clair, qui soit original, parce que s'il est un petit peu original, alors je ne dis pas exubérant et à côté du marché, hein. Quand je dis original, c'est qu'on voit aussi que vous allez aussi créer de la confiance ou un attachement au projet. Donc vous allez pouvoir embarquer, que ce soit un client, un partenaire ou un banquier, plus facilement dans votre projet. Vous allez lui donner envie de vous faire confiance et de vous aider à le réaliser. Donc ça, c'est vraiment important. Et le deuxième point, quand je vous ai montré, vous vous rappelez de l'exercice de la phrase « sur un marché caractérisé par, je peux affirmer que » et c'est démontré pour telle et telle raison et ça apporte tel bénéfice pour mes clients, ça vous permet en 90 secondes d'expliquer tout de suite ce que vous faites et d'expliquer tout de suite la valeur ajoutée que vous avez. Donc c'est un moyen d'expliquer très clairement à quelqu'un qui ne connaît pas encore votre projet et en moins de 2-3 minutes l'intérêt de la démarche dans laquelle vous êtes. Et donc ça va vous forcer à être clair. Donc voilà, ce travail-là, si vous le faites bien, en fait, voilà, il y a une grosse partie du chemin qui explique Violine qui va être fait pour en tout cas avoir un terrain de confiance et commencer à discuter avec votre banquier. Alors, sur le cadre de la nouvelle activité telle qu'on le pose là aussi, notamment dans les moyens déployés, soyez, comment je dirais, pratico-pragmatique par rapport à votre activité actuelle. C'est-à-dire que le banquier ne vous croira pas que vous puissiez faire deux activités en même temps, hein. Donc, il faut savoir dire et expliquer ce que va occuper cette nouvelle activité par rapport à l'activité que vous pouvez avoir actuellement. Et ça fait partie aussi des éléments sur lesquels il faut être, je dirais, alors pour le coup, je vais utiliser le mot convaincre, il faut être convaincant parce que
on ne peut pas croire que vous ayez 3 journées dans une. Hein, ce n'est pas possible. Donc, ce serait un facteur d'échec. On ne vit que 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et entre deux, on mange, on dort, on part un peu en vacances, on s'occupe de sa famille. Et donc, quand vous êtes porteur d'une nouvelle activité, soyez bien précis par rapport à ce que vous faisiez auparavant, de façon à ce que ce soit crédible et qu'on vous comprenne bien. Ok. Tout à fait. Je rebondis sur ce que vient de dire André-Paul. Il y a ce qu'on appelle un principe de réalité et qui, à un moment donné, vient rattraper le projet. Et nous, on va vraiment s'attacher à ces questions très concrètes pour comprendre justement comment vous allez pouvoir déployer ce projet et s'il est bien en phase avec une capacité tout simplement à pouvoir faire. On peut passer la slide suivante, Alexis, si tu veux bien. Donc, on est en rendez-vous. Je vous rencontre, vous m'exposez votre projet. Et il faut avoir à l'esprit qu'on va avoir un prisme qui va être légèrement différent du vôtre. Et c'est exactement ce que disait André-Paul en introduction. Vous avez un besoin de crédit, alors que nous, en tant que banquier, on va prêter de l'argent et on va faire un peu notre marché sur l'étal en choisissant les projets qui nous paraissent les plus appropriés. De la même manière que lorsque vous ouvrez un compte bancaire pour votre activité professionnelle, vous allez déposer les flux de votre activité, les encaissements clients. Nous, au contraire, on va aussi chercher à collecter le maximum de fonds, puisque l'argent qu'on prête, c'est pas le nôtre, c'est l'argent que mamie a placé pour ses petits-enfants, etc. Donc, il faut bien que vous ayez à l'esprit cette vision que nous avons en tant que banquier. Quand on va vous écouter dans l'explication de vos projets, c'est on prête de l'argent et c'est pas notre argent qu'on prête, c'est l'argent des autres. Donc, on revient sur la manière dont André-Paul a présenté en introduction le projet et cette notion de risque mesuré et de relation de confiance pour prêter de l'argent qui n'est pas notre argent. Donc, ça, c'est notre prisme d'étude. Et Alexis, on peut placer au slide suivant si tu veux bien. De manière générale, là aussi, ce que vous pouvez avoir à l'esprit, c'est que quel que soit le dossier, et je vais volontairement caricaturer, que ce soit un dossier de crédit de 5 000 € ou de 5 millions d'euros, on va tout d'abord présenter le projet. Donc, on revient à l'entretien où il faut qu'on ait bien compris votre stratégie, où je suis, où je veux aller, comment je veux y aller. Et ensuite, de manière générale, que le dossier soit présenté à Lille, Nantes, Paris ou Marseille, on va avoir une notion, et je reprends le jargon bancaire, de risque, de 3 axes. On va étudier ce qu'on appelle le risque dirigeant, le risque du cabinet, l'environnement professionnel et le risque financier. Et je reviens au préalable, le risque financier découle bien de la stratégie et de votre projet. Et à chaque fois, vous allez avoir votre question votre interrogation en tant que professionnel libéral et nous, notre question en tant que banquier. Par exemple, pour le cabinet, si vous êtes sur une création, une transformation, en gros, c'est qu'est-ce que je vais acheter qui me permet de transformer mon activité ou d'avoir une création annexe, alors que nous, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que je finance ? Vous allez vous demander combien j'emprunte, jusqu'où je peux emprunter. Nous, on va se dire comment je vais être remboursé et à quelle vitesse je vais être remboursé. Donc, à chaque fois, c'est des notions qui sont complémentaires, mais qui expliquent les questions qu'on peut être amené à vous poser lors de cet entretien. Donc là, on va regarder un petit peu plus attentivement les 3 notions de risque qui sont à chaque fois les 3 manières, la déclinaison de la manière dont on étudie les projets. Donc, Alexis, on peut passer au slide suivant qui est le risque dirigeant. Donc là, je vais encore une fois être volontairement caricaturale. On ne va pas regarder de la même manière un avocat qui est installé en BNC avec un cabinet d'avocats plus structuré d'une dizaine d'associés. En gros, quand vous êtes en BNC seul, on va être très attaché à votre patrimonialité. On va faire attention que le crédit qu'on met en place sur votre structure professionnelle ne vienne pas handicaper votre train de vie puisque vous avez des charges à titre personnel, d'ordre familial à honorer. Et donc, on va être très vigilant et on va rentrer peut-être un peu plus dans la patrimonialité et puis vous embêter à demander des avis d'imposition, des fiches de renseignements confidentiels pour vérifier un petit peu toute cette cohérence-là.
A contrario, quand on est sur un groupe de 10 ou 12 associés, je dirais qu'ici, l'organisation de la gouvernance, éventuellement via un pacte d'associés, un règlement d'intérieur, a beaucoup plus de valeur que de rentrer dans la patrimonialité intrinsèque de chaque associé. On va également s'attacher à regarder si votre parcours professionnel, votre expérience est en phase avec le projet, s'il n'y a pas quelque chose qui nous paraît complètement discordant ou antagoniste. L'exemple que je pourrais avoir, c'est un pharmacien, toute autre activité médicale, qui aurait toute sa vie exercé dans l'industrie et qui, à 55 ans, souhaite complètement changer d'orientation et reprendre un fonds d'officine pour faire de la pharmacie, entre guillemets, de comptoir. On va peut-être lui demander avant si ce ne serait pas un peu plus raisonnable d'avoir une expérience en tant que pharmacien adjoint salarié avant de se lancer directement dans la reprise d'une officine sans cette expérience complémentaire. Donc, on va un petit peu regarder votre parcours et puis voir le projet s'il est en phase avec l'expérience que vous pouvez avoir. Et donc, bien évidemment, encore une fois, on appréciera de manière différente une gouvernance centrée sur un ou deux associés et une gouvernance qui repose sur une collectivité d'associés. Ensuite, le deuxième axe d'étude, et donc Alexis, si tu veux bien, on peut passer au slide suivant. C'est ce qu'on appelle le risque professionnel. Et là, on va pouvoir faire une analogie très, très simple. Et que très régulièrement, je réexplique à mes clients, vous pouvez être le meilleur pêcheur du monde. Si vous choisissez un étang où il n'y a pas de poissons, vous n'allez pas en attraper. Et bien, en gros, le risque professionnel, c'est l'étang que vous avez choisi. Et il vaut mieux choisir un étang où il y a beaucoup de poissons et trouver une solution qui va vous permettre de mieux les attraper que votre concurrent, que de trouver l'étang où il n'y a pas du tout de poissons. Ben, c'est exactement ça, c'est qu'encore une fois, que vous soyez sur une transformation d'activité, sur une création d'activité, c'est voilà comment je suis arrivée à cette stratégie et qu'est-ce qui fait que je vais avoir des clients en plus et qui vont venir adhérer à mon projet. Donc ça, c'est véritablement ce qu'on va regarder sur l'environnement professionnel du projet. Et donc, le troisième axe qui nous permet, encore une fois, sur notre marché, de faire l'étal et de valider un projet, on a regardé l'environnement du dirigeant, comment la gouvernance est constituée. On a regardé son environnement professionnel et qu'est-ce que la nouvelle activité ou la transformation va apporter. Et ensuite, maintenant, puisqu'effectivement, on va regarder comment notre crédit est remboursé, on va s'atteler à regarder davantage le risque financier, qui est donc une traduction au plan économique de votre projet. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires qui sera repris dans votre projet fera écho à votre stratégie. Les charges qui vont découler feront écho à votre stratégie. Et donc, le risque financier est bien la traduction de votre projet. Parfois, de temps en temps, on voit des comptes de résultats qui sont faits à l'envers, c'est-à-dire qu'on regarde quel est le niveau d'activité qu'il faut réaliser pour rembourser le crédit. Donc, on est très vigilant sur ce type de prévisionnel. Donc là, je laisse la parole à André-Paul, puisque c'est son domaine par excellence qui va vraiment rentrer dans le détail de comment on bâtit ce type de prévisionnel et qu'est-ce que nous, banquiers, on va faire, qu'est-ce qu'on va regarder en point de vigilance sur le business plan global qui nous sera présenté. Alors, on peut passer sur la slide suivante, qui est rappeler les quelques principes que vient d'évoquer Violine sur le risque financier, s'il te plaît, Alexis. Voilà, tout simplement. Bon, je ne reviens pas complètement dessus, mais vraiment, quelque chose qui est important, c'est ce que le prévisionnel doit indiquer en particulier, c'est expliquer les prévisionnels, c'est-à-dire être convaincu de ce que l'on va avoir comme nouvelle activité ou comme première installation et bien expliquer ce que l'on va faire. Si c'est vous dire, écoutez, je suis jeune avocat, je m'installe, ok, c'est bien, il faut y aller. Maintenant, si vous dites, je suis jeune avocat, je m'installe, je veux être dans le domaine de la propriété industrielle pour défendre un certain nombre d'éléments, et particulièrement au tribunal international sur la propriété intellectuelle, déjà, on n'a pas tout à fait le même angle d'attaque quand on va regarder les prévisions. Et on va regarder comment les choses sont convaincues. Donc, il faut savoir traduire
en éléments chiffrés ce qu'on va faire. Parce que, en gros, quand même, le banquier, quelque part, il a besoin de savoir si le prévisionnel est cohérent par rapport à ce que vous lui annoncez et de savoir comment il vous finance. Parce que s'il y a beaucoup d'investissements immatériels, intellectuels au départ, il faut peut-être qu'il projette à un moment une franchise de remboursement pour la reporter un petit peu plus loin, pour vous aider à vous lancer, parce que l'investissement immatériel est relativement important. Donc il faut véritablement ce dialogue qu'on évoque depuis tout à l'heure, il doit être constant. Et derrière les chiffres que vous mettez, c'est de la réalité qui doit transpirer. C'est pas pour faire plaisir. Je veux dire, franchement, de vous à moi, un banquier, vous lui présentez un élément, un compte de résultat bien chiadé et un prévisionnel de trésorerie qui est parfait, bah, très bien, mais il envoie 250 à la journée, quoi. Par contre, si vous lui expliquez ce qu'il y a à l'intérieur et pourquoi vous le faites et dans quel objectif vous êtes, là, ça va commencer à lui parler. Ça va commencer à lui parler. J'étais, pour l'anecdote, je le disais tout à l'heure à Violine, et Alexis est en train d'accompagner une société cliente tout à l'heure à déjeuner devant un parterre de banquiers pour comment obtenir des financements. Ben, ce que je peux vous assurer, c'est que j'étais en pratique de ce que je suis en train de vous dire immédiatement hein, sur les éléments. Alors, qu'est-ce qu'on va rentrer dans les éléments pour bien chiffrer un projet? Et si tu veux bien passer la slide suivante. Alors, d'abord, une petite recommandation. Vous êtes avocat, mais vous pourriez être d'une autre profession. Vous savez peut-être tout ça. Très bien. Il y a une profession qui est pas mal pour vous accompagner, qui s'appelle expert comptable. Hein. C'est juste tout bête, mais si vous avez un ami, un copain qui est expert comptable, pas forcément pour vous prendre des honoraires, mais au moins, si vous êtes débutant et nouvel entrant sur la profession, n'hésitez pas à passer un petit coup de fil en disant, dis donc, toi, tu as l'habitude de regarder un peu les éléments de prévision, ça te donnerait de regarder ce que j'ai préparé. Il va vous être quand même d'un conseil précieux et vous allez gagner du temps plus tard. C'est une profession qui est faite pour ça, donc autant en profiter. Quand j'aurai besoin de me défendre devant un tribunal, je n'hésiterai pas à venir vous voir. Donc n'hésitez pas à aller voir un expert comptable pour préparer des prévisionnels. Ça peut servir à quelque part, à quelque chose. Alors, en matière de création d'activité, ce qu'il va falloir que vous regardiez, c'est tout ce que vous allez dépenser. Imaginez ce que vous allez dépenser. Donc, un peu de matériel. Vous êtes avocat, donc c'est un ordinateur, c'est peut-être un fax photocopieur imprimante, c'est peut-être un bureau, j'en sais rien. Voilà, c'est peut-être quelques aménagements, parce que vous avez l'occasion de rentrer dans un bureau, bah, il faut refaire un peu l'électricité, les éléments. Donc voilà, vous avez à prendre à bail un local parce que vous ne voulez pas faire de coworking, mais vous n'allez pas rester chez vous, donc vous voulez un petit bureau, donc il va falloir financer éventuellement le dépôt de garantie de premier loyer. Et puis, comme vous avez des grandes ambitions, vous avez déjà les affaires, vous allez avoir un avocat collaborateur avec vous ou une secrétaire qui va être avec vous. Ben, il faut prendre tout ça dans les dépenses de base, dans la préparation de votre prévisionnel. Il y a les dépenses accessoires ensuite. Peut-être que votre activité, la première année, elle ne va pas être bénéficiaire. Je ne vous le souhaite pas. Évidemment, vous êtes les meilleurs du monde et ça ne sera pas le cas. Mais quand même, ça arrive. Ça arrive qu'on ne soit pas rentable la première année et qu'on on mange plus souvent des pommes de terre et des pâtes que des épinards ou des petits pois et des haricots verts. Donc, il faut en tenir compte parce que cet élément de déficit, il peut être financé. On est dans l'aspect immatériel et donc le banquier peut le comprendre, évidemment, pourvu que ça ne dure pas. Parce qu'il y a un moment, il faut quand même qu'il y ait un résultat dans l'entreprise. Je rappelle qu'une entreprise, vous êtes une entreprise quand vous êtes avocat et que vous installez, vous êtes une entreprise. Une entreprise, ça se doit de gagner de l'argent. C'est un principe de base. Vous n'êtes pas philanthrope. Si vous voulez faire philanthrope, vous faites avocat gratuit dans une association philanthropique. Si vous voulez être avocat, chef d'entreprise, alors vous créez votre cabinet d'avocat, mais vous avez en tête que vous allez gagner de l'argent.
C'est important de se le rappeler, c'est une notion simple, hein, ce n'est pas une injure, c'est simplement un fait. Hein. On doit être dans une construction économique qui existe et qui doit amener cette rentabilité. Évidemment, quelques coûts annexes que vous pourriez avoir, mais ça, vous maîtrisez parfaitement si vous deviez vous installer vous-même. Peut-être un besoin de fonds de roulement. Alors, c'est quoi un fonds de roulement, un besoin de fonds de roulement? Ben, c'est la différence entre le fonds de roulement et la trésorerie. Oh là là, cet expert comptable, il est en train de nous perdre là. De quoi il cause? Alors, on va le faire plus simple. Vous avez des fournisseurs. Ces fournisseurs vous disent, monsieur l'avocat, madame l'avocat, vous êtes sympa, mais vous me payez tout de suite. Ah bah, oui, d'accord, ok. Bon, alors je vais avoir des dépenses, je vais devoir régler mes fournisseurs tout de suite. Puis vous avez des clients. Puis les clients, vous leur faites la consulte, vous leur faites la défense, et ils vous disent oui, monsieur l'avocat, mais vous comprenez, je suis un peu raide en ce moment, alors je vous paye dans 1 mois ou 2. Mais vous avez payé aux fournisseurs, vos clients ne vous payent pas, et vous ne vous payez pas. Ben, le fait que les clients ne vous payent pas, que vous devez payer tout de suite vos fournisseurs, et que vous voulez vous payer, vous, ça crée ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, qui se traduit sur votre trésorerie. Tant que les clients n'ont pas payé, bien, vous n'avez pas de trésorerie. On va y revenir tout de suite. Ouais, je pense que c'est le bon moment de. Voilà, on va y revenir tout de suite. Mais en définitive, il faut prévoir cette marge. Alors, en général, c'est 1 à 2 mois d'activité, ce besoin de fonds de roulement. Puis ensuite, les honoraires prévisionnels et le point mort, qui sont des points importants. Alors, comment chiffrer les honoraires prévisionnels? Évidemment, quand vous commencez une activité, c'est extrêmement difficile. À vous dire, vous pourriez y avoir des références en disant bah, tel et tel fait un taux de facturation moyen de X, et puis je multiplie par un nombre d'heures facturables et j'atteins un budget annuel. Ce n'est pas que ça, évidemment, puisque on sait qu'on a des temps d'improductivité et que parfois on travaille au forfait. Mais il faut essayer de faire un petit peu le benchmark, en fait, quelque part. En gros, je le dis hein, en benchmark, en gros, un avocat seul, en pleine possession de ses moyens et qui fait un business sur différentes strates plus ou moins complexes, plus ou moins luxueuses, je dirais vis-à-vis des clients qu'il a, le schéma de chiffre d'affaires moyen, c'est entre 250 et 300 000 euros par an jusqu'à 500, 600 000 euros par an. Et évidemment, vous pouvez aller au-dessus. Il y a des avocats qui vont aux alentours d'1 million et ainsi de suite. Mais la grosse masse, c'est ça. C'est entre 250, 300 et 550, 600. Bon, et vous comprenez que quand on fait 300 et quand on fait 600, on ne fait pas le même métier dans le domaine de l'entreprise en particulier ou dans le domaine du pénal. Mais c'est à peu près ça. Alors après, vous pouvez ramener au taux de facturation. Les taux de facturation d'un avocat vont à l'heure, avocat, je parle bien, vont à l'heure sur le marché entre 150, 200 pour les plus faibles à 500, 600 pour les plus forts. Encore en tout, en moyenne. Il y en a qui se facturent plus cher, mais c'est à peu près la réalité de terrain. Donc, une fois que vous avez ça, vous savez à peu près construire ce que vous allez espérer, je dirais. Après, le fait de construire ces honoraires prévisionnels, ça devient un guideline pour vous. Ça devient un objectif. Donc, il faut que vous soyez assez ambitieux, mais il faut que vous soyez lucide et raisonnable. Il faut que vous soyez cohérent et raisonnable par rapport à ce que vous allez pouvoir faire. Et ça vous donne, en définitive, un objectif à dépasser. Parce que si vous le dépassez, quand vous aurez construit votre prévisionnel, ben ça voudra dire que vous serez à l'aise avec votre prévisionnel. Donc, voilà des petits critères qui peuvent vous alimenter de ce côté-là. Moi, j'ai une question un peu naïve sur. Vas-y, Alexis. André Paul, tu prends ici Naïf, des je ne crois modèles. pas, mais vas-y. Comment? Naïf, je ne crois pas, mais vas-y. Oui, donc quand même, en fait, tu présentes ici la grille d'analyse d'un cabinet d'avocats qui va fonctionner sur un tarif horaire. Et effectivement, bah,
s'il est à 600 € de l'heure, il va plutôt être proche des 800 000, 1 million d'euros. S'il est à 200 € de l'heure, il va plutôt être à 250 000 par an. Et puis, s'il est en dessous, c'est qu'en fait, il n'a pas assez de clients. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir plus de clients? Maintenant, quid des modèles économiques un petit peu alternatifs? C'est vrai que nous, dans les précédentes conférences, on a beaucoup insisté sur des manières de facturer différentes, par abonnement, en alignant les intérêts avec celui de son client, avec des facturations avec des honoraires de résultats et ainsi de suite. La récurrence. Comment vous, en tant que banque, vous allez analyser ces choses-là qui peuvent être plus risquées ou qui peuvent demander un investissement plus important? Comment vous évaluez ces choses-là? Mais ce que j'évoquais juste avant, c'est-à-dire lorsque tu expliques bien ce que tu veux faire et que tu précises comment tu vas construire ton modèle. Par exemple, ce que tu viens d'évoquer est extrêmement fort. Celui qui fait du droit social, par exemple, peut, dans une entreprise, amener une lettre d'abonnement, de conseil usuel qui va porter sur une année auprès des entreprises. Ça va constituer son socle de chiffre d'affaires sur lequel le banquier il dit bah, là, j'ai pas de problème, ça arrivera sans difficulté. Et puis ensuite, il va en fonction des prud'hommes qu'il va gérer ou des conseils particuliers qu'il va amener et qui ne sont pas prévus dans son offre de mission, va facturer des honoraires complémentaires. Ça, c'est un mode de facturation. Le management au success fees, on sait qu'on prend un risque, mais s'il est expliqué et que on a… moi, mon métier, monsieur le banquier, c'est je suis avocat, je fais du M&A et je ne suis payé que quand la transac est assurée. Mon objectif, c'est de faire 3 transacts par an sur des montants qui sont de l'ordre de 5 millions par transact et mes honos, c'est 10% de chaque transact. C'est ça mon objectif. Le banquier il va dire OK, le banquier il calcule un peu comme l'avocat, il va dire 5 millions, 10%, 500 000 multiplié par 3 égale 1,5 million. Alors, il va dire au client, il dit écoutez, 3 transacts, c'est quand même ambitieux. On va se dire que vous n'en faites que 2. Est-ce que vous êtes d'accord? Et on va partir sur un élément prudent. On va dire, bah, ce n'est pas 1,5 million, c'est 1 million en fait, votre compte de résultat. Donc, travaillez votre compte de résultat pour être sur plutôt quelque chose de raisonnable. Donc, c'est un dialogue qui va se mettre en place avec les collaborateurs d'Interfimo en particulier, puisque eux, en plus, ont l'expérience. C'est-à-dire qu'ils rencontrent, ils font chaque année 6 000 transactions d'octroi de prêt. Donc, quelque part, il y a un petit peu de background, si tu veux, pour imaginer aisément. Et ce que je suis en train d'évoquer est la réalité, quoi, en définitive. C'est-à-dire que ce dialogue s'établit en fonction de comment on présente son projet, qu'est-ce qu'on veut faire. Et Violine évoquait et insistait tout à l'heure en indiquant, mais dites-nous ce que vous allez faire. Présentez-vous. Qu'est-ce que vous allez… vendez-nous ce que vous allez faire. C'est un petit peu comme ça qu'on peut construire les éléments. Il n'y a pas de règle définitive standard. S'il y en avait une, on serait tous pareils, égaux, et ça n'existe pas. Donc, il faut qu'on soit le plus raisonnable. Si on poursuit… Alors, je vais en profiter pour faire une petite circonvolution. Mais justement, il y a encore 1 mois ou 2 mois, je vous recevais pour défendre vos projets de financement et les présenter en comité. Je dirais que nous, on peut tout entendre du moment que vous l'expliquez. Nous, il n'y a rien de pire que de recevoir un prévisionnel et que notre interlocuteuse nous dise « Ah, je ne sais pas, c'est mon expert comptable qui l'a réalisé. » Alors là, on a des difficultés à aller vendre la progression du chiffre d'affaires ou la compression des charges. Par contre, si vous êtes sur un mode de facturation innovant, mais que vous êtes tout à fait en mesure de nous l'expliquer, et ben nous, derrière, on saura argumenter pour aller en comité en disant oui, ça, on n'a pas l'habitude de voir. Pour autant, c'est précisé, c'est expliqué, c'est justifié et on adhère à cette présentation-là. Donc, effectivement, il n'y a pas de règle générale. On peut tout entendre, encore une fois, du moment que ça nous est bien présenté pour qu'on puisse comprendre et faire corps avec ça. Et surtout, par expérience, voilà, ne dites pas « Ah, bah, c'est l'expert comptable qui a fait le prévisionnel ».
Nous, on se retrouve un peu pris au dépourvu et on n'a pas d'argument raisonnable pour pouvoir appuyer ce prévisionnel qui nous est soumis. Voilà pour la petite circonvolution. L'expert comptable ne doit qu'aider, c'est pas lui qui fait, c'est vous qui dites ce qu'il doit faire par rapport à vos envies et à vos besoins, évidemment. Si on fait juste sur la slide suivante, un petit élément sur le financement, on voit que on peut avoir des éléments qui peuvent changer en fonction des durées qui peuvent exister. On peut avoir des crédits de 5 à 7 ans qui peuvent aller jusqu'à 10 ans avec des franchises, des différés d'amortissement de l'emprunt. Si vous êtes en société pour attendre des remontées de dividendes ou pour capter de la trésorerie que vous auriez si vous êtes en individuel. Et puis, on peut faire varier aussi le montant du crédit si vous avez un apport qui est à prévoir dans votre financement. On peut tout à fait imaginer, sans que ce soit une obligation, parce qu'Interfimo est une organisation qui peut financer 100% d'une installation, mais on peut imaginer que pour différentes raisons, il puisse y avoir nécessité, en fonction de l'importance du projet, d'un apport sur l'opération projetée. Alors, attention, les financements peuvent comporter des demandes de caution, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en entrée. L'intervention du fonds de garantie d'Interfimo permet d'alléger par rapport à beaucoup de banques les demandes de garantie en termes de caution personnelle. Des banques qui n'hésitent pas à demander, quand ils prêtent 100, une caution de 100. Ce qui veut dire qu'ils font ceinture et bretelles. Ce n'est jamais le cas d'Interfimo. Mais il faut avoir dans l'esprit qu'il peut y avoir une demande de sécurité du banquier par rapport à une caution. Alors, certains disent que les banquiers nous emmerdent, excusez-moi de l'expression, pourquoi ils demandent des cautions? Excusez-moi, mais c'est juste la réduction du coût du risque. C'est-à-dire qu'on peut dire que le banquier prend beaucoup d'argent, mais en taux d'intérêt, mais le taux d'intérêt, c'est quoi? C'est le chiffrage de l'obsolescence de l'argent sur la durée et le risque que l'on prend au fait qu'il nous soit remboursé. Si on vient donner un petit bout de sécurité supplémentaire, le banquier il dit il y a moins de risques, donc je facture moins cher. Donc tout le monde est content. Donc faut pas dire que si vous voulez la caution est quelque chose de nul. Ça peut rapporter aussi en termes de baisse du coût du crédit. Et si vous êtes en fonction de votre régime matrimonial, n'oubliez pas que lorsque vous créez une entreprise et que vous mettez un projet d'entreprise, vous avez parfois quelqu'un qui partage votre vie. Conjoint, compagnon, compagnonne, je ne sais pas comment on dit très exactement, peu importe. N'oubliez pas de lui parler de ce que vous faites. Parce qu'elle ne se réveille pas un jour devant le banquier ou que le banquier lui demande de venir pour signer un document et que madame, monsieur ou monsieur se retrouve à dire mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je dois signer? Pourquoi on engage ma signature? Tout simplement parce que on a le régime matrimonial qui l'y oblige ou parce que le banquier avait évoqué que en même temps que la caution du conjoint pourrait être intéressante. Bref, il y a toutes circonstances, ainsi de suite. Quand vous faites quelque chose et que vous vivez en couple, quel qu'il soit, parlez de votre projet, quoi. C'est une recommandation. C'est une source de séparation. Moi, je peux vous le dire, j'ai assez d'expérience dans un cabinet d'expertise comptable. J'allais vous dire quelle est l'expérience vécue. L'expérience vécue, Alexis, elle est très claire. Je veux dire, on assiste à des scènes qui sont hors normes, quoi. Je veux dire, quelque part. Mais tu m'en as jamais parlé, mais il est hors de question que je fasse ça, et machin, et bidule, et tatatatatacouffin. Et l'impétrant se retrouve, le bec dans l'eau, il dit, bon, écoutez, je reviendrai un petit peu plus tard, on va s'expliquer, on revient vous voir. Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Mais là, si vous voulez, si ça se passe devant le banquier, ça va commencer à être difficile, quoi. Donc, surtout quand vous avez un projet d'entreprise, vous en parlez avec la personne qui partage votre vie. C'est un minimum, quoi. Je veux dire, après,
Il y aura des implications financières ou il n'y en aura pas, mais en tout cas, il faut partager ce que vous faites. C'est la même chose, c'est pire qu'avec votre banquier. Il faut vraiment le dire en avant-première. C'est quand même extrêmement important. On peut imaginer rapidement un petit peu quelques outils qui peuvent, on peut continuer sur la slide suivante. Voilà, un plan de financement, c'est relativement simple. Oui, vous pouvez construire quelque chose qui peut être simplifié. Encore une fois, n'hésitez pas à faire valider avec un expert comptable. Ce qu'on demande, c'est de savoir voilà, quel va être le prêt bancaire, quoi, en fin de compte, par rapport à tout ce que vous aurez préparé. Ce que vous devez acheter, logiciel, matériel informatique, votre fonds de roulement, je l'ai évoqué tout à l'heure, les frais de création que vous connaissez très bien en votre qualité d'avocat. Si vous faites ou pas un apport personnel, et ça vous donne le prêt bancaire. Et puis, évidemment, le total de besoins doit être égal au total des ressources. Et ça permet de visualiser. C'est une photo. Voilà, c'est une photo. Elle est bien, elle est en profondeur, elle a du champ. Et le banquier dit « Ah, ben voilà, ça c'est précis, je comprends ». Et puis après, vous déployez évidemment vos trésors d'explication quelque part. Quelques modalités de financement qui seront aussi à personnaliser. Ça, je peux laisser Violine éventuellement dire 2 mots. Ton micro, Violine. À ton micro, Violine. Ah, je parle avec mes mains, mais j'oublie d'enlever mon micro. Donc, il y a une notion très simple, c'est qu'à un moment donné, le financement maximum que l'on peut mettre en place résulte en fait de la capacité disponible par rapport au compte de résultats prévisionnels et à la trésorerie. Et on s'attache à vérifier que cette trésorerie disponible, elle est bien une fois que vous êtes rémunéré, parce que si vous ne pouvez pas vous rémunérer, vous n'allez pas pouvoir assurer votre train de vie à titre personnel. Donc, effectivement, la quotité de financement, donc le montant de financement qu'on va pouvoir mettre à disposition, va résulter de cette trésorerie disponible sur votre compte de résultats prévisionnels. Ça, c'est pour la partie quotité de financement. Sur vos dossiers spécifiques, dans vos projets actuels, il peut être intéressant d'intégrer un différé d'amortissement de 6 mois, puisque André-Paul vous a expliqué ce qu'était une notion de fonds de roulement et de besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire que le temps que votre activité atteigne un chiffre d'affaires de vitesse de croisière, vous allez peut-être mettre 3, 4, 5, 6 mois avant d'atteindre ce chiffre d'affaires de vitesse de croisière visé, mais sauf qu'en attendant, vous allez devoir payer vos charges fixes. Et intégrer un différé d'amortissement de 6 mois dans ce crédit vous permet pendant 6 mois de ne payer que la partie intérêt de votre crédit et donc d'alléger la charge fixe de crédit le temps justement que le niveau de chiffre d'affaires visé arrive. Donc ça, c'est très important en matière de trésorerie de s'interroger à quelle vitesse on va atteindre le chiffre d'affaires prévisionnel pour adapter des modalités dans le financement souhaité, dont le différé d'amortissement. Donc, le différé d'amortissement, c'est quelque chose qu'on pratique assez facilement sur une création d'entreprise parce qu'on a bien à l'esprit que si vous avez prévu de faire 100 la première année, vous allez peut-être les faire, mais sur les 5-6 derniers mois, le temps de cette montée en puissance. Alors qu'en M2, M3, vous allez réaliser ce chiffre d'affaires de manière beaucoup plus récurrente et linéaire. Dans les modalités de crédit en général, donc il y a la quotité de financement, le montant mis à disposition, la durée, donc en l'espèce sur vos projets, on est sur des maturités traditionnelles jusqu'à 7 ans. L'autre question qui peut se poser, c'est la notion quand même d'assurance emprunteur, c'est-à-dire vous assurer en cas malheureusement d'arrêt maladie ou d'aléas plus laborieux que serait le décès. Donc ça, c'est des modalités qui sont un petit peu incontournables sur le crédit. Est-ce qu'il y a des précisions complémentaires qui pourraient être apportées sur les quotités? Alors, on peut passer au slide suivant. Le compte de résultat prévisionnel, André-Paul? Le compte de résultat prévisionnel, donc là, on fait juste un aparté, notamment si
on rappelle que si on peut le bâtir avec l'expert comptable, bien entendu, mais on a déjà parlé de celui d'origine. Si par hasard vous aviez déjà une activité et que vous souhaitez développer, alors je ne saisis pas tout à fait la question de Samuel. Si c'est quand on veut monter un dossier, qu'on a un avocat senior et qu'on souhaite monter un dossier de financement, il y a des portes qui peuvent se fermer. J'imagine qu'il y a des difficultés qui peuvent être rencontrées. En matière d'assurance emprunteur? J'imagine que c'est ça, Samuel, si vous pouvez préciser dans le commentaire éventuellement. Comme ça, on est sûr de bien comprendre votre question. Donc, je poursuis peut-être pendant que Samuel précise. Donc, quand on est sur déjà une activité, on a son compte de résultat. Et évidemment, ce qu'on voulait faire un petit peu comme focus, c'est dire, si vous créez une nouvelle activité, il va bien falloir bien faire attention à comment on repère le chiffre d'affaires supplémentaire attendu. Et évidemment, qu'on approche bien les charges supplémentaires que ce chiffre d'affaires attendu génère. Parce que on a beau se dire, on va faire une nouvelle activité, ça ne se fait pas tout seul. Et il y a forcément de l'investissement où il y a des charges qui doivent être mises en place. Et puis évidemment, des charges du crédit liées à l'activité crédit. Et il faut tenir compte évidemment de la montée en puissance de l'activité au fur et à mesure. Ce qui nous permet de réexpliquer la notion particulièrement de break-even ou de point mort. C'est une petite image, un petit tableau de l'expert comptable que vous avez sûrement déjà vu d'une manière générale. C'est en définitive, lorsque on a ce déficit de démarrage qui comprend les charges variables supplémentaires, les charges fixes complémentaires, les charges de remboursement de crédit, à quel moment le chiffre d'affaires supplémentaire permet de couvrir tous les éléments supplémentaires qui sont venus être dépensés ou prévisionnellement dépensés par cette nouvelle activité ou lors de la création, évidemment, de votre activité. Donc, alors, ça se chiffre évidemment en euros, mais ça se chiffre aussi en temps. Et souvent, on dit, j'ai atteint mon point mort au bout de 200 jours. Ça veut dire que les 165 jours qui suivent, je gagne de l'argent. Mon point mort était de 65% de mon chiffre d'affaires. Ça veut dire que tant que je n'ai pas atteint 65% de mon chiffre d'affaires, je ne suis pas en résultat positif. Et dès que j'ai fait 65% de mon objectif de chiffre d'affaires, en principe, je devrais être en résultat positif. Donc, c'est une petite équation qu'il faut toujours se rappeler quelque part et avoir cet élément de croisée qui a. Alors, Samuel nous fait comment faire passer plus facilement un dossier de financement si l'avocat est senior, plus difficile d'emprunter. La réponse est non. Vas-y, Violine, je reprendrai. Pour ma part, on a vraiment autant de projets qu'on a d'interlocuteurs, donc il n'y a aucune difficulté sur un dossier entre guillemets senior. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par senior? Si c'est relatif à l'assurance emprunteur, donc l'assurance liée au crédit, nous en tant que banquier, si vous êtes en BNC ou associé à 2 ou 3 associés, on ne peut pas vous dire de ne pas prendre d'assurance emprunteur, on sera en défaut de conseil. Maintenant, s'il y a des cas particuliers, là encore une fois, on revient à ce qu'on disait en préalable, c'est jouer la transparence avec votre interlocuteur interfimo, expliquer les éventuelles problématiques pour qu'on puisse trouver une solution ad hoc à votre problématique assurance emprunteur. On en croise énormément des problématiques d'assurance emprunteur. Moi, j'ai une anecdote qui va toujours rester à l'esprit sur un dossier que j'ai monté il y a une dizaine d'années. Il y avait beaucoup d'encours à assurer et malheureusement, lors des examens qui ont été faits, il y a des choses pas très sympathiques qui ont été découvertes auprès de l'animateur. Donc, ce genre de choses, on est au courant. Donc, n'hésitez pas à nous en parler pour pas qu'il y ait de frein et qu'on se retrouve à vous faire une réponse un peu caricaturale, pas d'assurance emprunteur, pas de crédit. Donc, voilà, parlez-en à votre banquier pour qu'on puisse adopter avec vous la solution ad hoc.
Alors ça, c'est une question de Nolwenn. C'est vrai que mais ça rejoint un petit peu la première question que je t'ai posée, André-Paul, c'est que Bien sûr. les modèles faciles, évidents, qu'on connaît, c'est facile de se projeter dedans et de réussir à vous les faire comprendre en tant que banquier, parce que ça rentre dans des grilles ou ça rentre dans une certaine cohérence financière. Quand on monte un projet, effectivement, start-up qui va être accessoire à un cabinet, alors déjà, quelle énergie on met dans la start-up et dans le cabinet, ça, rappelez-vous, Nolwenn, c'était un point sur lequel on avait assisté avec Mathieu, soit c'est connexe au cabinet, et en fait, c'est une unité business et ça se tient et c'est cohérent, soit vous allez dire clairement au banquier, bon, ben, mon activité d'avocat, dans 6 mois, je l'arrête et je me consacre à 100% à la start-up et je me mets complètement en risque. Maintenant, voilà, comment, pour répondre à la question de Nolwenn, est-ce que vous avez des conseils à donner, des tips Alors, Nolwenn, on va revenir juste après sur on peut d'ailleurs mettre la slide suivante qui peut être illustrée. Nolwenn, moi, je suis un modeste expert comptable. Je n'ai pas fait grand-chose d'autre dans ma vie. Sauf que, vous voyez, en fin de carrière, je m'occupe et j'ai bâti deux startups dans le monde informatique. Écoutez, je suis comme vous. Je ne savais pas et j'ai appris très, très vite. Et mes modèles, je ne les avais pas, hein, puisque j'ai été expert comptable. Je savais ce que c'était qu'un expert comptable, mais je ne savais pas ce que c'était qu'une start-up informatique. Alors, j'aurais dû appeler Alexis, il m'aurait dit, on aurait pu faire un bout de chemin ensemble. Je crois que, encore une fois, la première des choses à faire quand on n'est pas dans son propre métier, c'est de verbaliser ce qu'on veut faire. Et il l'a très très bien dit tout à l'heure, en 90 secondes, de définir ce que l'on veut faire. Alors, on n'est pas aussi performant qu'Alexis, bien entendu, donc on va mettre un petit peu plus de 90 secondes et un peu plus d'une phrase, mais il faut verbaliser. C'est-à-dire que ce que vous avez dans la tête, vous l'écrivez, la façon dont vous voulez, et vous regardez déjà ce que vous avez écrit, si c'est possible. C'est juste bête, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que vous vous sentez dedans? Est-ce que vous avez la niaque pour y arriver? Une fois que vous êtes là-dessus, vous devez être extrêmement curieuse de regarder s'il y a des choses qui s'apparentent, qui ressemblent, et d'aller examiner autour de vous si les premiers bilans, les premiers chiffres, les informations qui existent à partir de là. Et puis, une fois que vous avez récupéré ça, vous allez commencer à construire quelque chose qui vous paraît, en termes de charge de produit, qui vous paraît un prévisionnel raisonnable. Et ça, il n'y a pas de recette, il n'y a que vous qui pouvez l'évoquer. Quel objectif vous vous donnez? Je vais vous prendre une comparaison. Moi, je ne suis pas un grand coureur à pied et loin s'en faut. Mais si je me donne l'objectif de faire un semi-marathon, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que je vais devoir faire 21 km en course à pied. Mais je vais me créer un programme pour arriver de 0 à 21. Et ce programme, c'est de l'effort et puis en même temps du repos et un régime particulier. C'est un produit de l'effort, un régime du repos, c'est une charge en fait quelque part que je suis en train d'imaginer. Je ne connais rien au marathon, mais je vais essayer d'y arriver. Là, c'est un petit peu pareil pour vous quand vous créez une nouvelle activité. Regardez, vous aviez une activité actuelle, admettons de 2 millions, on en fait un petit peu les grandes lignes en matière de compte de résultats, en se disant que vous êtes en société d'exercice libéral, puis on fait une activité créée juste à côté. Ça ne ressemble pas tout à fait. C'est beaucoup moins, c'est un solde négatif, on a un petit prêt, mais on essaye de construire quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est que cette activité? J'en sais rien. Ça peut être tout à fait autre chose que votre métier de juriste et d'avocat, mais on va essayer d'amener à mettre en phase avec ses propres objectifs ces éléments-là. J'imagine, et certains le font, alors partent à l'aventure complètement en mettant sur la table de la love money et puis disent on y va, on verra ce que ça donne et puis je prévisionnerai après. Il y a juste 2 constats que je peux faire
au niveau de l'expérience que j'ai eue au niveau des startups et au niveau de la création d'entreprise. Un homme est plus fou qu'une femme. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Un homme est plus fou qu'une femme. Donc, c'est un fait, et je l'ai vérifié 252 fois dans mes bureaux, à mon cabinet. Deuxième élément, un homme, il vise un objectif, une femme vise la globalité du projet. Alors, est-ce que c'est tu peux préciser? Oui, vas-y. Non, je veux bien que tu précises la différence. La globalité du projet, c'est-à-dire que un garçon, il ne va pas regarder le détail des projets, ça dépend laquelle. Nodwell, on est d'accord, il n'y a pas de sexisme de ma part, c'est juste comment... voilà, merci Christine, c'est aussi une réalité de ce côté-là, sur les cordons de l'amour. C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que généralement, le mot manager, mesdames, le mot manager, c'est un mot français du Moyen-Âge qui a été transféré en Angleterre au temps de la féodalité. Manager, c'était gérer le château, les dépendances, les personnels, pendant que le monsieur partait à la guerre, que madame gérait tout. Eh bien, excusez-moi, mais quand on est devant une femme de chef d'entreprise, elle doit être rassurée, elle a la globalité du projet avec elle. Quand on est face à un monsieur chef d'entreprise qui veut créer une entreprise, il est tout fou et il gère un élément du projet et le reste suivra. Bon, j'y peux rien, c'est des constats que je fais. Et ce n'est pas pour faire du sexisme, homme contre femme ou femme contre homme. Je l'ai vécu dans ma vie professionnelle. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, oui, ce n'est pas facile, mais dès lors que vous avez pris votre projet en main, que vous l'avez bien verbalisé, je suis sûr que vous saurez écrire les résultats et le chiffrage de votre compte de résultats. Alors, ce que je viens d'évoquer, évidemment, vous le prenez au 3e degré, parce que personne n'est fait caricaturalement comme je viens de l'évoquer, et je le fais à dessein. Mais c'est quand même un fond, c'est-à-dire une femme chef d'entreprise a peut-être presque plus de rigueur et d'attention sur la présentation de son projet qu'un homme chef d'entreprise sera plus, comme je disais, un peu plus fou par rapport à la présentation de son projet d'une manière générale. Toutes choses égales par ailleurs, bien évidemment, et il n'y a pas d'éléments conclusifs à apporter à ce que je viens d'évoquer. Mais j'ai beaucoup plus accompagné des femmes chefs d'entreprise en les rassurant que des garçons, ils étaient un petit peu encore dans la cour de récré à se bagarrer par rapport à leur projet. Voilà, c'est un constat. Je ne sais pas si j'ai tout répondu à vos questions, mais en tout cas, c'est un témoignage que j'apporte. C'était vos questions, c'était ma réponse en quelque part. Alors, le prévisionnel, pour évoquer ça, ça présente une vision, en fin de compte, statique de la future activité. C'est-à-dire que globalement, comme toujours, le bilan, le plan de financement, le compte de résultat, c'est des photos. Le bilan, c'est la photo de l'actif et du passif, c'est-à-dire ce qui nous appartient, ce que l'on doit une fois par an. Le plan de financement, c'est la photo à l'instant T du projet que l'on peut avoir. Et le compte de résultat prévisionnel, c'est la photo un petit peu en mouvement de ce qui va se passer entre le 1er janvier et le 31 décembre sur un exercice de mon projet. A contrario, le plan de trésorerie, qui est un élément qui va faire partir du business plan, lui, va prendre un aspect dynamique parce qu'on va voir les flux par mois d'entrée, de sortie, et on va pouvoir regarder ce qui peut arriver en fin de période, si vous pouvez avoir un découvert ou pas de découvert, et comment on peut le financer éventuellement, parce qu'il peut y avoir des décalages. C'était ce que j'évoquais tout à l'heure, l'aspect du besoin en fonds de roulement qu'on évoquait tout à l'heure. Par exemple, on vous a fait avec Violine 2 tableaux.
je ne vais pas rentrer complètement dans ces tableaux, mais on a pris, à partir du compte de résultat qu'on a évoqué tout à l'heure, l'idée d'un business qui se faisait sur 2 millions d'euros, avec un encaissement de 2 millions sur l'année, et des décaissements d'1 873 000, ce qui fait le résultat qu'on vous a annoncé. Ben, vous voyez qu'en fonction du rythme des dépenses, qui peuvent être trimestrielles, mensuelles, ou à des périodes autres, eh bien, la trésorerie, entre la trésorerie de départ et la variation de trésorerie et la trésorerie d'arrivée, eh bien, il y a ça va mieux, ça va moins bien. Vous voyez, par exemple, au mois de septembre, on arrive à 69 000 de trésorerie, alors qu'en moyenne, on est à plus de 100 000 de trésorerie. Donc, c'est un tableau vivant. Donc ça, il va falloir, une fois que vous aurez fait votre compte de résultat, essayer de deviner aussi, de positionner les encaissements et les décaissements prévisionnels. Alors, évidemment, encore une fois, vous n'avez pas le marc de café, vous n'avez pas la boule de cristal, et quand vous allez deviner quelque chose, ça va être compliqué. Je suis d'accord, mais il va falloir que vous donniez quand même des guidelines. Un budget de trésorerie ou un budget prévisionnel, c'est comme les 2 rampes d'un escalier. Quand vous montez une marche, vous vous tenez aux 2 rampes et vous regardez que la rampe soit assez solide. Ben là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que quand vous allez regarder la réalité par rapport à votre prévision, vous allez immédiatement corriger éventuellement la suite pour dire « Ah oui, mais attention, là j'ai été meilleur, donc il va y avoir moins de pression dans le futur, ou là j'ai été moins bon, il va y avoir un peu plus de pression. Et quelles mesures correctives puis-je mettre en place ensuite dans la réalité ?» Et le banquier, il va se dire « Bon, écoutez, c'est super votre truc. Moi, ce que je m'aperçois en tant que banquier, c'est que j'ai une variation négative de trésorerie de moins 99 au mois de juin, de moins 29 au mois d'août, de moins 49 au mois de septembre, et que tout ça nous amène quand même à une baisse de trésorerie. Il ne faudrait pas que votre chiffre d'affaires baisse de trop. Alors, prenons l'hypothèse que votre chiffre d'affaires ne soit pas de 2 millions, mais d'1,9 million ou d'1,8 million. Et là, on se dit, ah ben vous allez avoir peut-être un découvert bancaire. Alors, faut-il éventuellement prendre en considération dans votre financement le fait qu'on anticipe que vous puissiez avoir un découvert bancaire de façon à ce que vous soyez tranquille sur votre trésorerie courante et qu'on vous finance ça dans le travail du besoin en fonds de roulement de façon à ce que vous soyez tranquille dans le temps. Voilà, ça sert à ça, de pouvoir être sur ce plan de trésorerie. Si on continue... J'ai une question, je t'en prie, Alexis. Paul. Il y a un truc qui est souvent difficile à mesurer. Globalement, dans les projections qu'on peut avoir, on peut se dire, OK, je sais que je dois rentrer 3 dossiers tous les mois, et que globalement, un dossier se déroule en 3 mois, et que donc en 3 mois, je vais rentrer, si un dossier vaut 5 000 euros, je rends 15 000 euros tous les mois, avec un provisionnement et puis un solde. La question qui va se poser souvent, c'est qu'il y a des aléas sur le dossier qui font qu'il va prendre du retard. Et puis, il y a la question du décalage de paiement. On peut se dire, bon, mon client va me payer à 30 jours, 45 jours. Et puis parfois, on a des mauvaises surprises. Et puis en fait, on se rend compte, soit parce qu'on n'est pas bien organisé, parce qu'on a la tête dans le guidon, soit parce que on est face à une clientèle qui paie mal, tout simplement. Comment on anticipe ces points-là? Et parce qu'on peut se dire, OK, je vais avoir un décaissement de temps par mois, mais en fait, on a un décalage de trésorerie qui peut vite se retrouver à 10, 15, 20% du chiffre d'affaires et qui en fait change tout. Donc comment on arrive à anticiper ce point-là avec les discussions banques? Eh bien, si tu mets en place justement ce plan de trésorerie, qui est ton plan de trésorerie idéal, puis après, tu vas faire 2-3 hypothèses. Ok, d'accord. Donc D'accord. on joue sur les hypothèses. Ben, tu joues sur les hypothèses et tu vas, avec ton banquier, et là je parle en toute confiance avec Violine, je vais avec Violine, moi qui suis client, lui dire, ben voilà, mon truc idéal par rapport à ce que je vous ai présenté, c'est ça. Mais j'ai des craintes, parce qu'en fait, mon boulot, j'ai pas toujours des clients qui sont régules, machin bidule. J'ai fait une deuxième hypothèse, mais là, ma deuxième hypothèse, je passe pas en termes de trésorerie, tel mois, tel mois. Est-ce que vous pensez que la banque peut me financer ce découvert, donc ce besoin en fonds de roulement, dans mon prêt d'installation, de façon à ce que ça puisse passer? Ou
mon prêt d'installation, est-ce que, Madame la banquière, vous pensez que éventuellement je pourrais décaler mon remboursement de 6 mois, de 8 mois, de 10 mois, de façon à ce que je ne vous rembourse pas tout de suite, ça me conforte ma trésorerie, je pourrais vous rembourser plus tard quand mon cycle sera bien installé. Et donc, tu commences à prévoir les aléas comme ça. Tu vois, dès le départ. C'est-à-dire qu'on est là sur un dialogue. Ensuite, quand tu es dans la vraie vie, une fois que tu es parti, ce petit tableau de trésorerie devient un élément extrêmement important et tu continues à le simuler. C'est-à-dire que tu le projettes, tu fais un 12 mois glissant, tu le projettes, tu le continues. Et puis en janvier, tu n'as pas fait 180, tu n'as fait que 160. Ça te donne quoi comme répercussion? Tu dis, mince, il va falloir que je fasse des économies quelque part. Et tu vas comme ça faire varier éventuellement quelques plans de charge de façon à dire, ah ben là, ce mois-ci, peut-être que la rémunération que j'avais prévu de me prendre de 4 000 €, je vais en prendre peut-être que 2 000 et reporter 2 000 la fois suivante, de façon à ce que ça se passe bien. Donc ça devient un outil dynamique. C'est ce qu'on voulait te signaler. Ta question vient tout à fait à point nommé. D'ailleurs, si on met la slide suivante où on vous a fait une simulation avec le projet que l'on avait évoqué tout à l'heure, qu'on vous avait mis en double élément, on s'aperçoit que là, on a incorporé le projet nouveau. Et en incorporant le projet nouveau, alors que j'ai du chiffre d'affaires supplémentaire, comme j'avais un petit déficit sur le projet nouveau, je me trouve avec un découvert bancaire de 33 000 € au mois de septembre. Là, mais ça c'est ma théorie, mais mon premier réflexe, ça va être de dire, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que, Madame la banquière, donc je m'adresse à Violine, êtes-vous prêt à m'aider pour que je passe cette mauvaise passe par rapport à mon nouvel projet créé? Et Violine va dire, écoutez, on va affiner, regardons, est-ce que c'est vrai, machin, bidule, ainsi de suite. Ah oui, en effet. Écoutez, ce que je vous propose, c'est plutôt que de commencer le remboursement du prêt que je vous fais le premier jour de votre création, je vous propose un décalage d'1 an, 12 mois après. Vous n'aurez que les intérêts à payer. Et comme ça, votre trésorerie ne sera jamais négative. Voilà. En fait, on est vraiment sur le nerf de la guerre, comme vient de le dire André-Paul, c'est vraiment cette notion de trésorerie. Et pour aller plus loin, on peut parler du cas management, c'est-à-dire c'est le cas idéal par rapport à mes hypothèses, mon projet. Je vais chiffrer de telle manière, je vais tarifer de la telle manière, donc j'arrive à tel compte de résultat et à quel plan de trésorerie. Et ensuite, derrière, on fait varier volontairement les hypothèses, on appelle ça un cas stressé. Et nous-mêmes, en tant que banquier, bien souvent, on refait un cas stressé derrière sur les cas, on va dire, management qu'on peut avoir, où on joue sur les hypothèses pour dire effectivement, si mon chiffre d'affaires ne rentre pas à cette vitesse ou si j'ai un écueil, qu'est-ce qu'on fait? Comment on joue? Et effectivement, on bâtit les solutions en fonction des différentes hypothèses plus ou moins négatives, plus ou moins stressantes et stressées qu'on peut intégrer au prévisionnel. Et en fait, effectivement, ça reste un outil, c'est-à-dire qu'on a l'idéal, on a la trajectoire vers laquelle on souhaite aller, et forcément, les écueils, tous nos clients en rencontrent. Donc, mais le tout, encore une fois, c'est qu'on revient au postulat de base, c'est quelle est la stratégie, quel est le projet, comment on bâtit un compte de résultat par rapport au projet, comment on bâtit un plan de financement où on intègre bien toutes les charges, et là, on met bien en évidence le décalage de trésorerie qu'il peut y avoir pour justement arriver avec tous ces arguments-là face aux banquiers et à votre interlocuteur. Voilà, donc c'est vrai que lorsque l'on n'est pas pénétré de toutes ces choses-là, et c'est pour ça qu'on dit faites-vous aider par un ami expert comptable par rapport à cette préparation qui, lui, a des modèles qui peut en plus vous passer, je veux dire, après pour bien suivre lorsque vous serez en plein dedans. Il faut pas hésiter, quoi. Je veux dire, évidemment, vous allez y arriver et vous allez trouver un modèle de plan de trésorerie, mais c'est quand même bien d'être accompagné de ce point de vue-là. Mais en tout cas, au niveau d'Interfimo, vous aurez toujours l'écoute par rapport à ces successions de projets. Et dans le terme stressé,
Ça veut dire que on essaye d'aller au plus près de la réalité, de ce que serait la réalité. Voilà. Et en même temps, c'est essayer de deviner, hein, quand on dit, enfin, quand on est à stresser, c'est essayer de deviner quel est le risque minimum que je peux avoir sur une difficulté, un défaut en matière de paiement. C'est ça que recherche en définitive, dans le dialogue, le banquier et l'impétrant au crédit. André-Paul, Oui. il nous reste, on peut aller jusqu'à 17h, il reste 2 slides. Je voudrais vous proposer un exercice. Alors, je vous promets, pour ceux qui nous suivent, c'est complètement improvisé si c'est accepté. Je vous avais présenté un cas fictif qui était le Troc Lawyer. C'est un cabinet d'avocats qui a décidé de se lancer sur des consultations à distance et qui va se déplacer. En fait, son cabinet d'avocats est un petit camion qui va se déplacer et qui va vendre du service juridique auprès de personnes qui ont des food trucks ou qui ont choisi ces modes de vie-là. Il s'avère que c'est un cas fictif sur lequel j'avais travaillé, que je peux pitcher, que j'avais travaillé à l'époque de la loi Pacte en formation. Et je l'ai présenté d'un point de vue marketing, mais deux, je l'ai chiffré aussi, ce projet, avec un tableau qui répercute des hypothèses et ainsi de suite. Alors, est-ce que vous seriez partant pour qu'en direct, je vous le présente et qu'en direct, vous me fassiez des retours très spontanés sur « non, ça, c'est pas bon, ça, c'est bien ». Ça, c'est un point fort, ça, c'est un point faible. Je vous promets qu'on ne l'a pas fait. Là, désolé, je vous prends au dépourvu. Alors ça, je confirme à tous ceux qui participent. Vous avez le droit de dire non. Ça vous non, pourquoi pas, et on regarde, comme je dirais à la fin, ça mérite un petit peu une étude un petit peu approfondie, et donc on verra. Mais pourquoi pas, allons-y. Je pense que ça peut être amusant. Alors, pour info, je n'ai pas remis le nez dans le business plan depuis 2 ans. Donc, je vais peut-être m'emmêler un peu les pinceaux, mais bon, ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas sorcier. Violine, tu es d'accord pour le challenge? Ok. Allez, je pense que ça va intéresser, ça va mettre tout le monde dans un cas concret. Alors, bonjour Madame le banquier, bonjour Monsieur le banquier. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui s'appelle le Truc Law. Je suis avocat depuis 10 ans. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'opportunités qui apparaissaient avec la loi Pacte, et parmi lesquelles, une opportunité que très peu d'avocats voient, c'est la réforme de l'EIRL. Alors, bon, il y a un certain nombre de dispositions qui viennent modifier la façon dont l'EIRL se constitue, fonctionne. Vous allez me dire, c'est une micro-niche, et puis c'est une clientèle qui a peu d'argent, peu de moyens. Donc, quand on a un cabinet d'avocats, quel modèle économique, comment on peut trouver un modèle économique auprès de ces gens-là? Je me suis intéressé à la question et j'ai commencé à regarder sur notamment Infogreffe quelle était la typologie d'activité qui avait recours à l'EIRL. Je me suis rendu compte qu'énormément d'entreprises dans le secteur de la restauration rapide avaient recours à ces structures-là. Finalement, je me suis rendu compte également que la restauration rapide, c'est un positionnement, une cible qui est beaucoup trop large, et je me suis rendu compte que dans la restauration rapide, il y avait une micro-niche qui sont les créateurs de food truck et qui adoptent de façon assez radicale un mode de vie et un mode de travail totalement différents. Ils vont de festival en festival, ils vont sur des parkings, ils vont à la rencontre des gens pour partager un art de cuisiner, quelque chose d'un peu surprenant dans un lieu complètement insolite. Et je trouve que leur concept est génial, j'ai envie de les aider. Ils ont un petit patrimoine, ils ont une marque qu'ils sont en train de créer, donc ils ont intérêt à se positionner en EIRL. Et donc du coup, en travaillant sur cette réforme-là, je me rends compte que finalement, cette catégorie de population peut avoir des besoins juridiques et d'accompagnement un peu spécifiques. Je suis allé jusqu'au bout de ma démarche, parce que je trouve que leur mode de vie est génial. Et puis, quand on décide de se mettre en food truck, on adopte effectivement ce mode de vie. Puis surtout, on a une dimension de communauté, d'entraide qui est très forte. Donc, j'ai décidé en tant qu'avocat d'adopter exactement le même mode de vie qu'eux. Et je me suis dit que finalement, plutôt que de prendre un cabinet d'avocats dans le 8e arrondissement de Paris qui allait me coûter très cher, j'allais plutôt acheter un fourgon que j'allais retaper et que j'allais aller au-devant de cette clientèle-là en allant à leur rencontre et en faisant de la consultation à leur côté. Et en allant directement avec eux sur les lieux dans lesquels ils travaillent ou à côté des lieux dans lesquels ils travaillent. Et donc, ça a donné des avocats qui vous ressemblent et qui vous comprennent. Et voilà, c'est le Truc Law. Je me suis associé, donc voilà, vous pouvez nous voir ici dans le Truc Law. On n'a pas encore acheté le camion, hein,
on a besoin évidemment de vous pour financer ce rêve. L'objectif, voilà, c'est de faire de la consultation, d'aller à la rencontre des justiciables et puis évidemment, d'abord en premier lieu de ces personnes qui ont décidé de monter des entreprises de ce type-là. Je me suis associé avec mon amie Églantine, on a été collaborateurs dans le même cabinet pendant 8 ans. On s'est un peu perdu de vue depuis 2 ans et puis je lui ai partagé mon projet, on en a rigolé, on s'est dit tiens, mais si on le faisait ensemble. En plus, Églantine, elle a l'avantage d'être très à l'aise en relation client. Moi, c'est pas mon truc, je préfère bosser sur les dossiers. Donc, je vais plutôt être en back-office et puis Églantine plutôt en front-office, celle qui va faire le démarchage, qui va prendre les briefs clients. Puis c'est moi qui vais produire tous les aspects documentaires. Évidemment, on a bossé notre offre. On ne va pas facturer au taux horaire parce qu'on a une clientèle qui ne comprendrait pas forcément le sens de tout ça. Donc, on a fait des offres packagées. D'abord, la phase création. On comprend le projet de notre client et puis on va lui proposer la forme juridique qui est la plus adaptée. Ça, on le vend à un prix fixe de 480 € hors taxe. Ça comprend les formalités. Tout le volet formalités, on le gère en fait automatiquement avec un partenaire qui permet de nous automatiser ça. Donc, nous, on est vraiment sur la partie conseil. Et puis, en fait, les actes vont se générer, l'enregistrement se génère quasiment automatiquement. Donc, en fait, sur cette prestation-là, on marge à plus de 60% en marge brute. Le reste, c'est vraiment pour nous. Mais je vais y revenir après. On a l'avis du food truck. L'idée, évidemment, c'est qu'une fois que le camion et que l'activité de notre client est lancée, en fait, on va les accompagner de façon récurrente. Et là, ils vont avoir des problématiques, sécuriser un emplacement qui fonctionne bien, sur lequel ils ont une activité qui tourne, comment ils vont gérer la concurrence, s'il y a un food truck qui leur dit tiens, mais leur emplacement est bien, je vais me mettre juste en face, comment je vais gérer la relation avec les collectivités qui acceptent de me placer, de me donner un emplacement, la gestion de mes travailleurs saisonniers, parce que parfois effectivement je vais faire des festivals, j'ai besoin de 3-4 saisonniers ou de salariés de façon très ponctuelle, comment je gère ce type de contrat-là. Et puis enfin, à la fin, on le sait, quand on s'intéresse un peu à notre cible, la vie d'un food trucker, ça ne dure pas très longtemps. Au bout de 3, 4, 5 ans, on en a marre, on a envie de changer de vie. On a un fourgon, on a un concept qui marche bien. Comment on arrive à le valoriser? Là encore, on a besoin de l'avocat pour nous aider dans cette démarche-là et pour la sécuriser. Donc, l'idée, c'est de pouvoir accompagner nos clients jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de la vie de leur food truck. Voilà, on commence déjà à parler de nous, le concept plaît. Et voilà, donc ça, c'est notre projet. Évidemment, on est des avocats sérieux. On a travaillé un plan financier et ce plan financier, je vous le présente en 4 tables. Alors, je suis désolé, je ne suis pas comptable, donc je n'ai pas forcément pris en compte justement les éléments d'encaissement et de décaissement, de paiement aussi de TVA. Donc, tous les prix sont hors taxe, mais je n'ai pas forcément inclus ces jeux-là de trésorerie. Donc, il y a des aléas. Juste pour une précision, je me permets, Alexis, l'abonnement, il n'était pas à 120 € hors taxe Si, c'est ça. Oui, alors sur la page du site web, tu as raison, on va dire qu'il est à 220 €, d'accord, par mois, parce que sinon ça va planter mon modèle. Il est à 220 € par mois. Par contre, on va pouvoir le mettre à 120 pour voir ce qui se passe tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, je vous ai présenté, alors ça par contre, ça m'intéresse vraiment pour l'exercice parce que cette table-là, je la présente souvent à mes clients et je comptais l'envoyer aux personnes qui voulaient postuler pour l'accélérateur de la CE. Donc là, j'enlève ma casquette de truck lawyer. Vraiment, faites-nous tous les retours de ce qui ne va pas dans ce tableau. J'essaierai de le mettre à jour. L'idée, c'est aussi de donner un petit peu un canevas dans lequel les candidats vont pouvoir assez facilement travailler en termes Excel. Donc voilà, il y a cette table d'hypothèses. Donc j'ai mes produits que je vends ici, leurs tarifs. Donc il y a le pack création 480, l'abonnement effectivement que j'avais mis à 120 € sur mon site, en fait qui est à 220 € aussi dans mon hypothèse, un engagement d'1 an. La transmission, c'est 4 000 € parce qu'on a un actif important. Donc et puis voilà, là on a des actifs qu'il faut protéger, qu'il faut sécuriser, etc. en tant qu'avocat, donc il y a un peu de travail. Et puis il peut y avoir des contentieux qui apparaissent, pour le coup ils sont en abonnement, donc ils vont apparaître ponctuellement. J'ai 10 clients au départ pour commencer mon activité, que j'ai déjà convaincu parce que j'aime ce milieu-là et que j'ai déjà commencé à en parler. Je table sur 0,83, quasiment une création par an. J'ai, après une création, 50% de mes clients que j'ai accompagnés pour la création qui vont me souscrire un abonnement. Nombre de food trucks déjà créés qui souscrivent à un abonnement, voilà 33. Nombre de transmissions par an parmi mes clients, j'ai mis 10%. Donc 10% de mon parc de clients va avoir un besoin d'accompagnement en transmission. 5% d'entre eux auront un contentieux dans l'année. Et puis enfin, il y en a qui vont se désabonner. Je table sur 2% de désabonnements par an. Pour info, 3,33, c'est 5 pour... ouais. Alors ça, je ne sais plus comment... Nombre de food trucks déjà créés. Ah oui, pardon. C'est que mon abonnement, je vais aussi pouvoir le vendre auprès de food trucks qui l'ont déjà créé. Et donc, mon idée, c'est de dire que je vais réussir à en convaincre 3 tous les mois de me souscrire à un abonnement.
ce qui représente sur un an 5% du marché. Ça, c'est peut-être un peu optimiste. Mais voilà, je vous pose les hypothèses sur lesquelles j'ai travaillé. Les autres métriques, voilà, alors, on est en 2019-2020, il y avait 800 food trucks à l'époque. En France, il y en avait 100 tous les ans qui se créaient. Je sais pas quel est l'état de ces stats aujourd'hui, mais voilà. Je vais avoir besoin d'acheter mon camion, donc je vais avoir besoin d'un emprunt pour financer ce camion-là de 50 000 euros, que j'espère amortir sur 3 ans. Peut-être que vu mon plan de trésorerie, en fait, ce serait plutôt du 5-7 ans, mais ça, vous allez me le dire. J'ai besoin de quelques logiciels parce que je bosse uniquement en dématérialisé. Je table sur 500 euros d'abonnements divers variés. Je vais avoir un abonnement basique à un éditeur juridique. J'ai l'avantage d'avoir un barreau qui mutualise ses ressources. Ça ne me coûte pas très cher. Et puis, j'ai les indemnités kilométriques. Je vais beaucoup rouler qui vont rentrer en ligne de compte. Évidemment, Géraldine, mon associé et moi-même, on va se rémunérer. 70 000 euros chargés par an. Parce qu'on on a des crédits sur le dos à titre perso, on a une famille, donc on a besoin de pouvoir assurer un rythme de vie sur lequel on était déjà. Et puis voilà, on va avoir un peu de communication. Alors, on est bidouille, on sait faire notre site nous-mêmes sur Wix, donc ça va nous coûter 20 euros par mois. Vous l'avez vu, le site, il est déjà pas mal, donc voilà, il est prêt à sortir. On a un petit outil d'abonnement pour envoyer des newsletters à nos clients. On va animer les réseaux sociaux, pareil, on a un petit outil qui permet de programmer des posts, travailler le soir pour ensuite que les posts partent tout seul le jour. Un petit peu d'achat média pour faire notre pub sur Facebook. Et puis voilà, après les assurances, les frais de comptabilité, alors qui sont assez faibles au début, évidemment ça va augmenter. Les frais bancaires, pareil, assez faibles au début, ça va augmenter. Voilà. Tout ça me permet d'avoir une projection en termes de revenus d'abord. Donc on voit ici nos revenus au début, sur le premier mois, on va faire 3 000 euros. Progressivement, on augmente en fonction des hypothèses que je vous ai présentées sur ma table. C'est-à-dire que ici, si je modifie mon hypothèse, par exemple, mon abonnement est à 180 euros et plus de 120, évidemment, ça va modifier mes revenus ici et ça va modifier ma table de résultats. Je vais remettre 220 ici pour l'exercice. Et puis en face, pareil, mes charges vont s'ajuster tout seul. Donc voilà, juste en termes de revenus, au bout de 3 ans, on a quand même une centaine d'abonnements et on gère quasiment une transmission par an. Alors, ce qu'on n'a peut-être pas très bien anticipé, c'est qu'effectivement, dans les charges, on reste que tous les deux, Géraldine et moi, dans le projet. On n'a pas envisagé le recrutement d'un collaborateur, mais ça serait peut-être nécessaire, effectivement, à partir de l'année 3. Et tout ça nous donne un résultat. On se rend compte qu'on a un point bas en termes de trésorerie qui est autour de... Alors, on a le point mort qui est au 16e mois, si je ne dis pas de bêtises par rapport à ce que nous a expliqué André-Paul. Et en gros, on a un besoin de trésorerie de 100 000 euros pour pouvoir réaliser ce projet. Évidemment, il y a des risques, il y a plein de choses à prendre en compte. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui va vous manquer pour réaliser ce dossier? Alors, moi, je vais évoquer 2-3 points. Mais merci sur les éléments. Là, en fait, ton compte de résultat, justement, tu l'évoquais tout à l'heure, ne tient pas compte de la réalité de la trésorerie véritable de ton élément, puisque tu ne tiens pas compte du décalage de trésorerie qu'il peut y avoir sur l'encaissement client et tes propres décaissements de ce côté-là. Donc, ton besoin en fonds de roulement ou ton besoin de trésorerie est peut-être supérieur, et vraisemblablement supérieur, d'ailleurs, au demeurant, de ce côté-là. Ça, c'est la première critique que je ferai rapidement. Je crois que par rapport à ton food truck, ma première impression sur ton compte de résultat, c'est qu'il y a une petite confusion entre indemnité kilométrique et food truck lui-même, parce que l'indemnité kilométrique tient compte de l'obsolescence, donc de l'amortissement des éléments. Donc, il faudrait traduire tes indemnités kilométriques en frais d'entretien, carburant et amortissement, mais tu ne peux pas faire les deux sur les éléments. Donc, ça veut dire que ça modifie ton compte de résultat. Je n'ai pas d'a priori par rapport à ça. C'est 2 observations techniques rapides que je peux faire sur les éléments. Après, moi, je dirais, écoute, je suis plutôt séduit sur le projet. J'ai juste une petite réserve sur laquelle il faudrait que tu puisses me lever. C'est que tu l'as très bien dit, c'est une démarche communautaire. Et donc, elle apporte un risque quelque part. Parce que tu te plantes avec un ou deux et c'est toute la communauté qui te rejette.
et donc tu peux te retrouver avec un vrai souci. Et donc, pour moi, il va manquer une diversification assez rapide dans le concept. Et je pense qu'on peut on peut avoir cette notion, je dirais, de food truck, pardon, de truck-lao, particulièrement, par exemple, si tu es dans un lieu de campagne ou de région excentrée et qui prendrait tout son sens pour aller à la rencontre du justiciable, et donc d'avoir une diversification qui pourrait intervenir de ce côté-là. Mais moi, je suis prêt à étudier ton dossier et de regarder les éléments, mais je pense que tu vas avoir vraisemblablement plutôt aux alentours, en retraduisant sur un budget de trésorerie, ton besoin de financement. Il va être de 2 ordres. Il va être pour ton camion, parce qu'il faudra l'acheter, son aménagement, donc d'une part, et ton BFR, d'autre part. Et je pense que tu es plus près de 200 que de 100 en termes de financement. Ok. Et du coup, bon, là, on est évidemment sur un projet qui est. Je ne sais pas si Violine est d'accord avec moi, hein, mais... Tout à fait en phase, et je me permettrais d'ajouter aussi deux choses. La première d'autres techniques, si on peut revenir sur l'onglet hypothèse, s'il te plaît, Alexis, où en fait le plan de financement avec les besoins du départ et ce que j'ai en face, mon crédit, est pas assez mis en évidence parce qu'effectivement il y aura l'achat du camion et le plan de trésorerie démontre qu'il y aura une notion de BFR, et c'est-à-dire qu'au-delà du financement du camion et ses frais, il faut chiffrer le financement potentiel complémentaire nécessaire à ce besoin en fonds de roulement lié au plan de trésorerie. Et donc, on a bien le compte de résultats synthétique. Par contre, je trouve que le plan de financement est pas assez structuré pour mettre en valeur le montant du financement nécessaire. Sur l'activité éventuellement qu'il faudrait diversifier par la suite, oui, on est sur vraiment une monoactivité, une niche avec une exposition sur un seul type d'activité. Donc, effectivement, la diversification par la suite serait un point intéressant. L'autre question que je me serais posée, c'est quel est le compte résultat type moyen d'un food truck, notamment par rapport à l'abonnement à 220 € par an avec un engagement minimum d'1 an. Est-ce qu'un compte de résultat moyen d'un food truck moyen est en mesure d'absorber cet abonnement? Est-ce qu'on est dans le juste prix? Ça aurait été, alors, pas une critique au sens négatif, mais une question ouverte pour comprendre comment, effectivement, ton client est en mesure de faire face à son abonnement. En tout état de cause, cher Pierre et Angéline, si j'ai bien noté, quelque Angélique. part. Angélique. Églantine plutôt, non, c'est Églantine. Oui, Églantine. Alors, Églantine et Pierre, c'est une belle formalisation. Il va falloir la retravailler un tout petit peu, amener à remettre sûrement dans l'aspect présentation, à remettre dans le contexte un petit peu plus les choses. Par exemple, la notion de territoire me paraît important. Parce que les food trucks, il y en a en région parisienne ou en région lyonnaise, mais il y en a peut-être un petit peu partout, et donc il faut regarder un petit peu quel secteur tu attaques et si tu peux amener tout le secteur. Donc il va falloir travailler vraisemblablement un petit peu ces éléments-là, et puis je crois qu'on a donné les éléments de réponse, mais on peut te dire déjà comme première impression, non, c'est bien, vous avez bossé votre projet, on sent que vous y croyez. Bon, maintenant, il faut qu'on affine, quoi. Ok. C'est exactement ça. Et moi, ce que j'aime bien ici, c'est que nous, par exemple, on connaît pas bien l'activité du food truck, donc c'est aussi aux porteurs de projets de nous expliquer et nous détailler. Et voilà, on a des chiffres qui parlent. Il y a 800, à l'instant T, il y a 800 food trucks, ils s'en créent 100 par an. Nous, on vise 5% du marché en abonnement. Voilà, ça nous parle, c'est des choses hyper concrètes et hyper travaillées. Et du coup, le compte de résultats s'explique par rapport à ces hypothèses, ces études de marché qui ont été faites. Ok. Et alors, on sort complètement, pas forcément de ton exemple, mais merci, tu vois, de nous avoir pris sur le vif. Par rapport à la question qui était évoquée tout à l'heure, c'est difficile de prévoir son
son compte de résultat. Oui, mais voilà, on part. C'est l'exemple même, je dirais, de partir sur des hypothèses de travail pour essayer, par itération, arriver au modèle auquel on croit et que l'on va défendre devant le banquier Interfimo, de façon à ce que on puisse le faire adhérer à ce projet. Donc, en fin de compte, Pierre a fait, ou Pierre ou Angélique ont fait, c'est Angélique qui travaille plus sur le back non, Angélique est sur le contact client. Et donc, il faudra d'ailleurs qu'on la rencontre un petit peu, Angélique, parce que c'est intéressant de savoir comment elle fait son démarchage. Mais Pierre a travaillé en définitive sur un projet de compte de résultat qui pose déjà les bases au moins de quelque chose et qui est critiquable. Donc critiquable dans la bonne acception du terme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de balayer d'un revers de la main, pas du tout, c'est vachement intéressant, mais c'est le bac à sable. Donc on commence à jouer avec de façon à ce qu'on se mette en aimant. Mais sur la demande d'Alexis dire j'ai besoin de 100 000, moi je réponds tout de suite, c'est sûrement plus. Voilà. Et là, je suis parfaitement en phase. Voilà. Et ça, c'est le. Après, pour avoir accompagné justement des startups de l'incubateur du barreau de Paris, ou en avoir même créé, même quand c'est mes projets, et j'en ai porté quand même pas mal entre l'organisme de formation pour le compte de clients, plus récemment et actuellement pour SmartPreuve. Et là, c'est l'entrepreneur qui parle. On a toujours tendance à minorer notre besoin de financement. Ouais. Et on le minore quasiment tout le temps. Enfin, en tout cas, là, je parle à titre personnel, je le minore quasiment tout le temps de 50 à 100%. Voilà. Là, c'est exactement ça. Écoute, donc, bon, après, là, c'est un vrai projet fictif pour le coup, donc ça a été inventé de toutes pièces, voilà, mais c'est pour l'exercice. Voilà. Alors maintenant que tu nous as pris par surprise, maintenant on peut peut-être revenir aux éléments. Donc, non, voilà. Mais en tout cas, merci. J'espère que ça aura permis d'illustrer les éléments auprès de nos participants. Voilà, on a une réaction que Violine et moi pourrions avoir face à un dossier très simplement, quoi. Premier contact plutôt. C'est ce que je voulais créer. Je vous promets que je n'avais pas prévu de le faire. Je vous ai pris par surprise, mais ce n'était pas prévu. Non, mais l'exercice était plutôt très agréable. Au fil de la réflexion qu'on avait, je me suis dit quel cas je pourrais prendre qui ne va pas trahir le secret pro que je peux avoir en conseillant mes clients. Je dis tiens, on va prendre ça, c'est fictif. En plus, j'en ai parlé dans la précédente formation. Donc, je me suis dit, c'est un exemple parfait pour pouvoir voir votre réaction et faire un pitch en live. Je vous laisse terminer, du coup, les 2 dernières slides. Ouais, il n'y a pas de problème. Donc, sur le risque financier, on en a déjà parlé sur les problématiques de garantie ou d'assurance. Bon, on ne va pas revenir dessus. On peut passer sur la slide suivante. Ouais, pardon. Non, je t'en prie. Voilà, donc évidemment, comme on disait tout à l'heure, le banquier, c'est un commerçant. Hein. Donc, il veut bien vous prêter, mais il faut que vous soyez méritant en même temps, un peu quelque part. Donc, et fidèle, je l'ai dit en aimant. Donc, on va regarder aussi quelle part de flux il peut être confié au banquier, de façon à ce que on soit rassuré du fait que le flux existant, on n'aura pas de problème de remboursement. D'ailleurs, on ne fait pas des sauts de puce d'un banquier à l'autre pour essayer de quémander des crédits et puis de ne pas avoir une relation continue. Alors, la réponse est Agdas, la réponse est oui. Vous pouvez, même si vous êtes aujourd'hui à la BP, à l'ASG ou à la BNP, vous toquez à la porte d'Interfimo et on vous ouvre la porte et on constitue avec vous un dossier de financement. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et puis on espère que vous deviendriez évidemment un fidèle client de LCL par la suite. Mais c'est justement Interfimo. Ce sont les professions libérales qui l'ont créé. Donc à titre personnel, j'ai aussi des comptes dans d'autres banques au niveau des entreprises que le LCL. Et j'ai été, lors mon premier financement Interfimo, j'étais chez BNP. Donc voilà, donc je suis
chez Interfimo, toc toc, j'ai besoin de sous, là vous êtes jeune, on va regarder ce que vous voulez, et puis on fait avancer. Voilà, donc je reviens, donc on confie quand même malgré tout dans le temps. Après, évidemment pour tous, je veux dire, on peut mettre en place une relation pérenne, et c'est ce qui est quand même un petit peu recommandé en même temps, parce que ça facilite les choses, il faut quand même se le dire. Je veux dire, quand vous avez un client ponctuel qui vous fait beaucoup bosser, mais pour lequel vous avez un tout petit rendement d'honoraires, vous dites, ce qui serait bien, c'est qu'il soit récurrent dans le cabinet. S'il devient récurrent au cabinet, vous dites, bon, j'ai consenti un effort, mais c'est pas grave. Hein, voilà. Un banquier, c'est un peu pareil, quoi. Je fais consent un effort, mais si en plus il est client récurrent, c'est encore mieux, quoi. Enfin, voilà, hein, on est dans le même principe. Si on poursuit les éléments, je crois qu'on est arrivé aux questions-réponses. En définitive, j'étais prêt à parler encore de plein de choses, mais visiblement, on s'arrête là sur les éléments. En tout cas, évidemment, ce qu'on veut vous traduire avec Violine, c'est que ce qu'on a dit cet après-midi, c'est en fait quelque chose de simple. C'est que venir chez Interfimo ou venir à la rencontre de votre banquier pour le faire adhérer à votre projet, c'est d'abord une histoire de relations humaines. Ce n'est pas un problème de technique. La technique, elle vient en appui de cette relation humaine. C'est vous qui possédez votre projet, c'est vous qui possédez les clés de réussite du projet, et ça, c'est extrêmement important. Après, une fois qu'on a expliqué tout ça, c'est un peu le deck design de ce que vous avez pu rencontrer dans les formations précédentes. On commence à parler des hypothèses de travail par rapport au montant des financements, par rapport au compte de résultat, au budget prévisionnel, au budget de trésorerie, à l'expression du besoin de fonds de roulement, et ainsi de suite, de façon à voir ce que l'on englobe. Interfimo a cette particularité, c'est qu'il finance tout type d'éléments, que ce soit de l'incorporel, du matériel ou de l'immobilier. Et donc, on peut étudier véritablement tous les éléments qui peuvent intervenir. Et donc, pour ça, c'est assez éclectique d'une manière générale, et Interfimo est complètement dédié aux professions libérales. C'est-à-dire que ce sont véritablement les professions libérales réglementées ou qui ont une quasi-réglementation qui sont clients d'Interfimo. Donc, on connaît bien tout aussi les difficultés et les contraintes qui existent autour des réglementations. Alors, moins le cas pour les avocats, plus pour les commissaires de justice, les notaires ou d'autres, ou les professions médicales, mais c'est un point important. Donc, dans ce dialogue que l'on aura avec vous, et Violine l'expliquait tout à l'heure, évidemment, on va connaître de ce qui se passe dans votre profession. Donc, on va avoir un dialogue de professionnel à professionnel avec une connotation, je dirais, métier, sur lequel on va parler un peu le même langage. Quand c'est un avocat, on va parler avocat. Quand c'est un expert comptable, on va parler expert comptable. Quand c'est un pharmacien, on va parler pharmacien. Quand c'est un radiologue, on va parler radiologue, avec des termes et des éléments qui se comprennent de l'un à l'autre. Et on ne construit pas un compte de résultats prévisionnels d'un radiologue pareil qu'un compte de résultats d'un avocat. Donc, voilà. Donc, je ne peux que vous recommander de venir frapper à notre porte dès que votre projet sera en cours de mise en place. Vous serez formidablement bien accueillis. Merci beaucoup. Violine, tu veux ajouter un mot s'il n'y a pas de questions? On a répondu au fur et à mesure. Ton micro, Violine. Ton micro, Violine. Deuxième fois. Le banquier doit se montrer curieux et il ne faut pas avoir peur des questions qu'il peut poser, notamment sur une création, une transformation autour d'une activité de start-up qui est une activité un peu plus confinée. Plus le banquier va poser de questions, plus il va chercher à comprendre le dossier et plus justement il pourra légitimer les hypothèses qui ont été prises au compte de résultats et s'approprier le dossier. Donc un banquier qui ne pose pas de questions, pas un bon banquier. Un banquier qui pose les questions, c'est un banquier qui cherche véritablement à s'approprier le dossier et à en être le porte-parole. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur des différentes questions qui peuvent fuser dans tous les sens. C'est vraiment pour s'approprier le projet et puis vous accompagner le mieux possible dans votre demande de financement, tout simplement.
Eh bien, écoutez, je vous propose je vous remercie. C'était un régal de partager ce moment avec vous. Et c'est pas courant de voir une approche banque, en tout cas dans le monde des avocats ou des huissiers, avec des exemples du concret. Donc ça fait du bien. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir d'animer ce webinaire. J'espère que pour les participants, ça vous a plu aussi. Et on vous souhaite un très bon week-end à tous. Et merci encore à tous les deux, Violine et Merci André-Paul. Alexis, et Merci c'était un Alexis. plaisir aussi pour nous. Plaisir partagé, tout à fait. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Donc là, j'arrête la diffusion.